Merci d'être présent avec nous pour participer à ce premier webinaire sur l'entraînement. Donc c'est une première pour nous. Donc, on est très heureux de pouvoir mettre ça en place avec vous. Donc, juste pour remettre un petit peu dans le contexte, ce projet de webinaire rentre dans le cadre de votre formation BEC. Donc, l'idée, c'est de continuer après le parcours de formation que vous avez eu à développer des thèmes, des idées, des axes de travail en fait sur différentes thématiques qui peuvent être importantes pour vous au quotidien et sur le terrain. Et le but pour nous, voilà, c'est d'essayer de vous accompagner au-delà de ces 5 jours de formation, voilà, de vous accompagner au-delà tout au long de votre parcours d'entraîneur. Donc, ce diplôme, on le rappelle, il est vraiment très important aussi dans le cadre du Label Club. L'idée, voilà, c'était d'en faire un des piliers de ce label via la qualité d'encadrement que vous enseignez dans vos cours. Donc, ce webinaire, il va être enregistré. Donc, on vous enverra d'ici la fin de la semaine le lien pour télécharger ce webinaire. Donc, Augustin, t'en fais pas. Voilà, si tu n'es pas là à la fin, tu auras tout. Voilà. En plus, vous pourrez ensuite le partager si vous en avez envie à vos collègues. On va se présenter vite fait. On va intervenir à deux sur ce webinaire. Donc, moi, Geoffrey Mallet, je suis salarié de la Fédération française de surf. Donc, je suis en charge de développer le diplôme du BEC, de développer également le diplôme du BEF. Donc, j'ai une expérience au niveau de l'entraînement en club, au niveau de la ligue, au niveau de la fédération, sur plein de stages et au niveau du pôle avec JR. Et j'ai une expérience de juge international où j'ai été pendant 10 ans juge pour la WSL et l'ISA. Donc, c'est pour ça qu'on a entrepris de parler de l'entraînement et également du jugement où j'en suis référent. Je te laisse te présenter, JR. Ouais, attends, j'active la caméra. Bonjour à tous. Moi, c'est Jean-Robert Vigne. Voilà, je suis aujourd'hui actuellement dans la DTN de la Fédé. Je suis cas technique national. Je m'occupe principalement des jeunes de moins de 18 ans et ça déborde un peu jusqu'au moins de 21 quand même. Et je m'occupe du pôle France à titre annuel, on va dire. Ça veut dire que je mange avec eux, je dors avec eux, je chie avec eux, je fais les compètes. Je les entraîne et voilà, on a une vie vraiment un peu de famille là-dedans. Et à la base, j'étais moniteur au Biarritz Association Surf Club, puis responsable sportif, puis intervenant à la Fédé, puis j'ai passé un concours national pour rentrer dans la DTN et ministère des Sports. Voilà. Actuellement, là, on est en train de bourlinguer un peu avec les jeunes parce que vous le savez tous, l'avant-saison, l'avant-été est important pour les différentes compétitions qu'il y a, aussi bien QS, Challenger pour les grands et Pro Junior pour les petits. Donc voilà, donc ça balade beaucoup pour justement ce thème d'aujourd'hui qui est la compétition, les critères de jugement, etc. Donc je suis rentré hier soir à 2 heures du matin. J'espère être un peu productif pour vous. Et, et on verra après par rapport à vos questions, la planif, etc. avec Jeff. Merci, JR. Donc, ouais, effectivement, on trouvait intéressant de mettre ce thème-là sur la préparation des compétitions et notamment les critères de jugement à cette date-là, puisque suivant voilà, les planifications d'entraînement que vous avez mis en place, on se situe dans une période pré-compétition avec, pour certains, déjà en période de compétition, avec les Open territoriaux ou les championnats régionaux ou départementaux qui sont passés ou qui sont à venir. Et effectivement, les Pro Juniors voilà, les compétitions un peu plus relevées qui vont arriver. Pour terminer sur la présentation du webinaire, on va essayer de vous faire un petit exposé sur les différents points qu'on avait évoqués. Je vais vous les remettre dans l'ordre jusqu'à à peu près 10h30. Ensuite, on répondra aux questions que vous nous avez laissées
sur le formulaire. Et ensuite, il y aura un temps d'échange jusqu'à 11h30 où vous pourrez poser voilà, d'autres questions relatives à ce qu'on a vu lors du webinaire ou d'autres questions si voilà, il y a d'autres points importants que vous avez besoin de développer au quotidien dans vos cours. Voilà. Alors, j'accepte les 2 dernières personnes et on va pouvoir démarrer sur le plan. Donc, l'idée, c'est de vous présenter avec JR en quoi consiste la préparation à la compétition au Pôle France. Donc, on va parler un peu de la durée des cycles, le nombre de séances, les échéances majeures identifiées, l'intensité et le type de travail d'exercice. Ça, c'est une première partie. Ensuite, on va aborder comment sont intégrés les critères de jugement à cette préparation. Donc, quels exercices on peut mettre en place, le choix des situations, surtout sur une préparation pour les compétitions de haut niveau. On va voir aussi comment s'intégrer le travail et les règles de priorité à l'entraînement, les exercices types. Et enfin, du webinaire, on verra voilà, s'il y a d'autres types d'exercices que vous avez besoin d'identifier. Tu veux que j'attaque ou que tu veux… Est-ce que vous voulez que je vous mette le plan ou c'est bon pour vous? C'est bon? On est parti? Alors, première étape, JR, est-ce que tu peux voilà, nous expliquer en gros en quoi consiste la préparation à la compétition au niveau du Pôle France? Qu'est-ce que tu mets en place? Quelles sont tes séances? Quels sont tes exercices? Quelle sont la durée de tes cycles en fonction des échéances majeures? Ouais, donc on va faire vite fait. Les gamins du pôle, par exemple, moi je les ai principalement de début septembre à fin juin. Donc ça, c'est sur l'année. On a 10 mois vraiment où on cohabite tous les jours. Il s'avère que dans cette période-là, on a des contraintes scolaires, on a des contraintes sportives, des contraintes familiales. Donc tout ça, c'est imbriqué bien sûr dans tout ça pour la préparation. Et on a quand même une certaine obligation de routine au niveau des gamins pour arriver à les cadrer. Parce que c'est hyper important justement que les gamins ils aient, entre guillemets, des routines qui se forgent de façon à ce que derrière, nous, on tend vers l'autonomie. Parce qu'à passer 20 ans, 21 ans, on perd les gamins. Enfin, quand je dis qu'on les perd, c'est que ou ils partent sur autre chose, ou ils partent sur un circuit, malheureusement, où on n'est pas capable d'accompagner tout le monde. Donc voilà. Notre semaine, elle est programmée, elle est identique qu'on ait des compètes ou pas. C'est que le lundi, on a entraînement le matin de 9h à 13h. L'après-midi, ils ont prépa physique. Le soir, après les cours. Le mardi, ils ont entraînement de surf de 10h à 14h. Et avant et après, ils ont cours. Puis ils terminent avec la prépa mentale et la prépa physique. Le mercredi, ils ont cours le matin. Et mercredi après-midi, on a entraînement. Puis on a prépa spécifique avec le kiné. Le jeudi, on a entraînement le matin de 8h à 13h. Ils ont cours l'après-midi, ils ont natation le soir. Et vendredi, ils ont ou on a des entraînements spécifiques surf, sinon ils ont prépa physique avant de rentrer chez eux pour aller voir le week-end un peu les familles. Donc ils ont un planning super, super chargé. À tout ça, il faut rajouter les stages qu'on peut avoir et les phases de compétition. Donc sur les stages, juste avant de commencer par rapport à la compète, il faut savoir qu'habituellement, jusqu'à cette année, mais cette année, ça n'a pas été possible de le faire, on avait 3 types de stages. On a un stage découverte qui permet ce stage un petit peu, on va dire, de repartir à l'essence même de ce qui est le surf. Ça veut dire ce qui nous fait triper à tous, c'est trouver des vagues où on n'est pas nombreux et puis ça galère un peu, mais à la fin, on est quand même content de trouver des spots qui sont entre guillemets secrets. C'est vraiment des guillemets. Hein, où vraiment les gamins ils ont l'impression de batailler pour savoir voilà, pourquoi ils surfent. Ensuite, on a un stage entraînement engagement qui est assez important parce que justement, c'est là où il faut sortir un petit peu les doigts de son confort et de se retrouver dans des conditions un peu extrêmes ou hors habitude pour que justement ils se rendent compte que l'engagement, c'est pas que savoir faire ce qu'on sait faire. Et après, on a un stage, on va dire un stage national, qui va être à la fois basé sur la technique et prépa compétition.
Voilà, c'est pour ça que je voulais en venir à ça. Nous, dans l'année, on a une douzaine de compétitions à faire. Malheureusement, elles ne sont pas du tout organisées de façon. C'est pas bien programmé dans l'année, dans le sens où il n'y en a pas une par mois de façon à ce qu'on puisse la préparer correctement. C'est des blocs qui arrivent. Là, par exemple, on a, que je ne vous dise pas de bêtises, j'aurai le planning en même temps. On regarde avril-mai, par exemple, c'est une horreur. On regarde août-septembre, c'est une horreur. Voilà, ça va être enchaînement sur enchaînement. Au milieu de ça, on va avoir des périodes voilà, merci Jeff. On voit qu'en janvier, par exemple, on a démarré la saison avec directement le stage national junior. Ça peut paraître anodin parce que c'est un stage qui n'a pas de réel enjeu sportif, mais ça crée la base du classement quand même sur le potentiel équipe de France à venir. Donc ça, c'est pour les gamins, c'est une grosse pression, un gros moment de stress. Voilà. Ensuite, on va enchaîner avec le début de la saison QS qui est, entre guillemets, crucial parce que si vous merdez le début, eh bien, vous savez que vous êtes déjà hors course quasiment pour la suite. Donc là, voilà, on a un bloc qui est assez intéressant. Mars, on voit qu'on a une période libre et ça tombe pas plus mal parce que c'est vrai qu'il y a la période de bac, il y a les spécialités bac à travailler quand même. Donc les gamins se retrouvent aussi avec un moment, c'est pas une évaluation de compétition, mais quand même, il faut être présent sur le moment-là pour pas être à la rue à la fin de l'année pour le bac. On arrive en avril où on enchaîne Caparica et la Maïder. Il faut savoir que la Caparica, c'est pareil, c'est un 3000 points, donc c'est important, un QS 3000 points. Et derrière ça, la Maïder, qui est la compète de référence nationale. Donc, honnêtement, et pour nous, ce n'est pas une obligation, enfin, quand je dis que ce n'est pas une obligation, ce n'est pas un impératif de résultat à la Maïder, mais quand on va utiliser des résultats sportifs, quand on va utiliser des arguments pour des confrontations directes par rapport aux gamins nationaux, malheureusement, on est obligé de s'appuyer là-dessus. Je vous prends un exemple tout con. Notre cher Paco Alonso, qui est membre du Pôle France depuis cette année, qui est en terminale. Caparica, c'est un flop pas possible parce que non, non, pardon, excusez-moi. Caparica, justement, il est en détresse scolaire, entre guillemets, il faut vraiment qu'il bosse. Donc, euh, juste avant Caparica, on le fait bosser à fond la scolarité. Il arrive à Caparica, le pauvre. Eh ben, il n'est pas du tout dans le timing de compétition. Et il fait des 3,5 sur des vagues où les mecs ils font des 7, quoi. Donc il n'est pas bien. Il arrive à la Maïder, qui est une compète de référence où lui, normalement, c'est le numéro 1 ou numéro 2 junior, et il fait premier tour. Voilà. Donc voilà un début de saison hyper compliqué pour lui, tout simplement parce que justement, les oraux qu'il y a eu, les évaluations qu'il y a eu avant, excusez-moi, pour le bac, ben, ne sont pas bien passées. Donc lui, ça y est, ça remet en question complètement son année scolaire, donc sportive, etc. Donc tout ça, mine de rien, c'est vachement lié et c'est vraiment chiant à gérer, mais bon. Suite à ça, par contre, eh bien, on a eu 2 semaines de travail où bon, il s'est rassuré un peu et on revient du Pro Junior au Maroc où il finit troisième de la compète. Et très honnêtement, avec la gestion qu'il a eue, ça s'est passé un rien tri pour qu'il soit en finale et il a perdu en demi contre le mec qui a gagné. Donc voilà, c'est une bonne évolution. Mais voilà, pour rentrer dans le vif du sujet, on voit qu'on a eu, suite à la Maïder, quand même, on a quasiment 2 semaines et demie de méditation et de préparation à un diable pour que ça soit efficace. Voilà. Donc, je voulais parler à peu près de ce bloc-là. Là, on a à peu près 3 semaines, 4 semaines de préparation. Faut pas se mentir. Quand on parle, voilà, je vais vous parler de temps idéal ou de bloc idéal, hein. Il y en a, on peut parler presque de 4 blocs, mais ces 4 blocs-là, ils sont très difficiles à placer en réalité, hein. Parce que malheureusement, il y en a qui vont être raccourcis, d'autres qui vont être rallongés, d'autres qui vont être chiadés pour mettre en avant des gamins qui sont dans le doute ou dans une forte assurance, etc. On va considérer quand même que avant ces blocs-là, on est potentiellement sur un travail de technique ou un travail de sens marin ou un travail de matériel. Ça, on va dire que c'est le stade zéro. Et à partir de là, on va dire que si on parle en termes de semaines, la première semaine, avant,
avant d'attaquer notre compétition pure et dure, on va avoir 4 semaines, et en autant que la semaine 5, c'est la semaine de compétition pure et dure. Donc la semaine 0, je disais, c'était tout ce qu'on faisait en amont avec du travail technique, du travail de sens marin, au niveau du matos, le travail là-dessus. On peut prendre du temps, les séances, elles ne sont pas forcément normées en termes de temps et en termes de retour, etc. Les gamins, ils peuvent très bien sortir au bout de 2 vagues s'il y a une bonne sensation, comme si au bout de 5 ou 6 vagues, s'ils ils ont rien ressenti, etc. La semaine 1, on va travailler plutôt, voilà, on est à 4 semaines de la compétition. On va plutôt travailler le challenge et, euh, et un peu les confrontations, sachant qu'on va mettre des exos qui vont être rythmés. Quand je dis rythmés, c'est avec un temps imparti, avec des objectifs concrets et du challenge par rapport aux gamins que le challenge dans le sens où on va être, je ne veux pas dire dans la confrontation, mais dans le jeu. Voilà, dans le jeu, on va dire plutôt. Voilà. Là-dessus, par exemple, on va trouver je vous sors des exemples. Un exo que j'aime bien, moi, c'est des exotimés sur lesquels on impose une vague traditionnelle et une vague innovante. Vous intervenez si vous ne captez pas le truc, hein. La vague traditionnelle, ça va être la vague qui est vraiment pure et dure compétition. Et la vague innovante, c'est forcer le gamin à sortir quelque chose qui sort de son confort et qui peut surprendre un juge. Donc, on lit ça un petit peu au travail de Jeff. Voilà. Là-dedans, pour moi, c'est l'important de ce jeu-là, c'est d'une part l'alternance de je valide des choses et je tente des choses, ce qui est hyper important en compète. Et d'autre part, c'est que le gamin, il va commencer à réfléchir un peu à merde. Jerry m'a demandé ça, où c'est que j'en suis? Ma première vague, je commence avec du tradi. Si je tombe, qu'est-ce que j'ai à faire derrière? Ah, quand même de l'innovant. Ça ne veut pas dire que à chaque fois que je fais une erreur, je repars en arrière. C'est, tu as fait quelque chose, tu as fait une connerie, tu l'assumes, tu continues le jeu. Et à partir de là, le gamin, ça va que l'exo il dure 20 ou 25 minutes ou 30 minutes, il est obligé de suivre un plan d'attaque. Voilà. C'est pour moi, ça, c'est un petit peu l'amorce euh, de la stratégie ou de la réflexion pendant que je surfe. On reste plus basé sur ah, mon roller, j'ai posé ma main à tel endroit, donc c'est bon. Donc est-ce que je vais sortir pour valider ça avec JR ou pas? Là, on rentre dans un jeu où j'ai ma vague traditionnelle. Qu'est-ce que c'est traditionnel pour moi dans ma tête? C'est une vague où j'ai un peu de critères de jugement, mais on n'en parle pas trop, sachant que je valide. Et ma vague innovante, c'est oh, boum, il faut que je trouve un bol à air, il faut que je trouve une section à layback, il faut que je trouve un quart à dos inversé, il faut que je me débrouille. Vous arrivez à me suivre tous, j'espère, parce que bon, je parle un peu vite des fois. Ça peut être aussi des jeux comme le tag team. Le tag team, c'est très bien de faire ça, c'est des confrontations, moi, associées, des confrontations de groupe. Ce qui est bien, c'est qu'on ne se met pas une responsabilité directement de putain, j'ai gagné contre l'un ou j'ai perdu contre l'autre. Important parce que sinon, si vous le faites ça trop tôt, on tombe vite dans une hiérarchie de groupe. Et là, les gamins, ils se retrouvent à dire ah putain, moi, je suis habitué à être deuxième ou troisième, donc si je suis deuxième ou troisième, ça me convient. Mais non, non, c'est pas du tout. Le but de jeu, c'est de gagner, même si la semaine précédente, on est dernier, etc. Donc, le jeu de tactique, c'est pas mal parce que ça donne une responsabilité de, dans la confrontation, mais elle est partagée. Voilà. Ensuite, je sais que chez nous, on le fait beaucoup, mais je ne sais pas si vous connaissez, on fait des jeux comme la Quiniela. La Quiniela, c'est un jeu où on fait des va-et-vient dans l'eau. Le gagnant, il y a quatre mini-groupes, on peut dire, par exemple, et il y a une confrontation en quatre dans l'eau. Celui qui a la meilleure vague, qui n'est pas forcément notée, on peut la noter A, B, C, D si vous voulez, c'est des champs larges. Et bien, celui qui est gagnant, il y a une codification pour lui dire toi, tu restes à l'eau, les trois autres, vous dégagez. Et on fait rentrer d'autres gamins comme ça. Et le but du jeu, c'est qu'à la fin de l'exercice, celui qui a le maximum de points, il a gagné la compète. Voilà. Donc, c'est pareil. On commence à rentrer on va dire que, ouais, dans une histoire de challenge, mais sans avoir directement trop tôt dans la période une classification, parce que si la classification elle est faite dès la première semaine, vous savez que les gamins, après, ils se rangent à ça à ah putain, je suis le plus nul, ah putain, je suis le meilleur. Donc, on s'organise en sorte pour respecter ça.
Est-ce que vous m'avez à peu près suivi, j'espère? L'objectif, voilà, comme je le disais, c'était de sensibiliser un petit peu les gamins à une exigence, à une contrainte, et voilà, à se familiariser avec les contraintes de temps, les contraintes de vagues. C'est à vous de jouer avec toutes ces variables didactiques, hein, qu'on va justement vraiment appuyer en semaine 2. Sachez que, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, hein, nous, on fait minimum 4 entraînements semaine. Et donc, c'est pour ça que nous, en termes de semaine, c'est pas mal parce que 4 entraînements sur ces mini-blocs-là, ça fait vite des rappels. Donc voilà, la semaine 2, nous, on va jouer, comme on le disait, avec les variables didactiques, comme le temps, par exemple. Là où on va réduire peut-être le temps, par exemple, pendant certaines phases, pour, euh, pour augmenter l'efficacité du surfeur. Parce que notre boulot, si on part sur un pro junior, les séries, c'est 25 minutes. Sur les 25 minutes, le gamin, comme on le sait, il faut qu'il ait, et comme l'impose les critères de jugement, c'est les 2 meilleures vagues qui sont jugées, avec des critères de jugement bien établis. Après, l'interprétation, elle peut être différente par moment, mais bon, il y a des critères qui sont écrits. Et si on réduit le temps, par exemple, ça veut dire que le gamin va devoir remplir ce contrat avec moins de temps. Donc, se laisser une liberté de remédiation sur les 5 dernières minutes, sur les 7 dernières minutes. Donc, l'intérêt de réduire ou d'augmenter le temps va être où on veut valoriser ce que le gamin est capable de faire, ou on veut le mettre une petite pression de façon à ce que il soit capable, dans sa tête surtout, de programmer une stratégie. Ça, c'est vraiment pas mal. On va jouer sur le nombre de vagues aussi, comme je le disais, pour que le gamin, en fonction du profil que vous avez en face, eh bien, il va être ou plutôt sélectif ou plutôt actif. Je vous prends un exemple concret. On était avec Anaïs Blanchard sur le Pro Junior. Anaïs Blanchard, qui est une gamine de Saint-Barth, qui est toute jeune, elle est de 2006. Elle est au dernier championnat du monde, elle finit 6e mondiale, ce qui quand même peut laisser imaginer qu'elle a de la bouteille. Je prends Anaïs Blanchard, mais on aurait pu parler comme de Aylan Vast, qui finit pareil dans le top 6 mondial en junior, qui gagne un pro junior l'année dernière, qui est au final mondial pro junior. Bref, on voit que c'est des gamines. Anaïs finit 2e au championnat d'Europe. Donc voilà, on voit que vraiment, normalement, elles sont censées avoir une putain de bouteille, malgré leur jeune âge. Et elles arrivent excusez-moi, à Indiam, Pro Junior. Et bien, série de 20 minutes, parce qu'ils ont beaucoup de séries à passer, donc ils anticipent, ils font 20 minutes au lieu de 25 minutes. Au bout de 8 minutes, toujours pas de vague. Donc là, ce qui est préparé depuis 5 ou 6 semaines et retravaillé avant Caparica, etc., eh bien, 8 minutes, 9 minutes sans vague, alors que les stratégies sont bien établies, que les conditions sont bien vues. Il reste gros fiasco au final, eh bien, panique à bord. Elles ne savent plus quoi faire avec la priorité parce qu'au bout de 8 minutes, tu as la prio, mais on en reparlera, Jeff en reparlera tout à l'heure. Et donc voilà, donc l'intérêt d'augmenter ou diminuer le nombre de vagues, pour moi, et augmenter ou diminuer le temps, c'est dans cette semaine 2 qui c'est important parce que justement, c'est là qu'on se dit, putain, quand est-ce qu'on s'occupe du qualitatif, quand est-ce qu'on se met en jambe en fonction de la personnalité de chacun. Une Ina ou une Anaïs, eux, habituellement, c'est imposé d'attaquer la série tôt. Quelle que soit la qualité des vagues, elles ne savent pas gérer aujourd'hui, malgré leur titre derrière. Elles ne sont pas capables de gérer cette foutue prio si elle leur tombe dessus trop tôt. Donc, il vaut mieux qu'elles consomment au départ, d'où l'importance de cette semaine 2 où à elles, on va leur demander plutôt qu'à une Ina ou un Paco, qui sont très efficaces, on va leur demander, on va leur imposer que dans un premier temps, il y ait un nombre de vagues requis. Voilà. Quelle que soit la qualité de la vague, quelle que soit la note potentielle qu'il pourrait avoir. Et j'en viens à un exo qu'on fait dans cette période de semaine 2, c'est le découpage de séries. Justement, on disait la semaine 1, on commence à imposer des innovants traditionnels, et inversement. Là, dans le découpage de séries, on va forcer le gamin pendant la série avec, par exemple, je vous prends une série de 25 minutes. On a découpé les retours à 25 minutes. Et là, on va leur demander, hop, tu sors au bout de 7 minutes, au bout de 15 minutes, que je ne dis pas de conneries,
non, 15 minutes ou 17 minutes, pardon, et après, au bout de 25 minutes. 25 minutes, on va dire, c'est le money time. Pourquoi on fait ça? Parce que les gamins, je vous le garantis, ils sont vraiment pas contents. Ils doivent passer la barre, en prendre plein la gueule, faire en 7 minutes 2 ou 3 vagues, ressortir, on discute, on fait un échange sur les vagues qu'ils ont eues, et suite à ça, ils repartent à l'eau, repasser la barre, etc. Donc, ils rentrent dans une contrainte un petit peu assez, qui les contrarie pas mal. Mais ils se rendent compte, ils ont la perception de putain, pendant 7 minutes, est-ce que j'ai pris une vague ou pas? Pendant les 7 minutes, qu'est-ce que j'ai fait de ma première vague? Qu'est-ce que j'ai fait des autres? Et, etc. Donc là, ils commencent à avoir une stratégie qui s'instaure un petit peu, avec ce timing qui est imposé, avec l'entrée en série, le cœur de la série et le money time. Et là, on se rend compte que eh bien, les gamins, ce qui m'a vraiment surpris de la part de Anaïs, par exemple, Anaïs qui, avant un diable, là, avant le Pro Junior au Maroc, eh bien, justement, elle était capable de sortir une vague, entre guillemets, qui comptait sur les 7 premières minutes, une vague intéressante sur les 15 et une vague intéressante à la fin. Donc, concrètement, ça veut dire qu'elle avait 3 vagues dans sa série qui pouvaient lui être utiles pour passer son hit. Et bon, ce qu'elle n'a absolument pas fait pendant le Pro Junior. Euh, on, on va avoir des exos aussi. Je passe à un autre type d'exo avec la valorisation. Justement, là-dedans, c'est que on est sur toujours le côté un peu où on rentre un petit peu dans le vif du sujet avec des séries timées, des séries scorées, mais c'est quand même bien de faire un rappel avec ce qu'on travaillait avant en semaine zéro, ça veut dire le travail technique, le matos, etc., lié aussi aux critères de jugement, et de valoriser un petit peu les gamins, dans le sens où, si tu corresponds à ce qu'on travaillait techniquement les semaines précédentes, ben, tu auras des points de bonus. Si excusez-moi, dans ta série, tu es capable aussi de respecter le timing qu'on a dit avec le découpage de série type, eh ben, hop, tu auras une valorisation aussi. Ça veut dire que le gamin, il peut prendre des points bonus. Donc lui, il est con et radin. Vite fait, plus il prend de points bonus, plus il sait qu'il va gagner la série par rapport aux autres. Et donc, on part là-dessus. Donc là, honnêtement, ça vaut le coup, surtout avec des gamins qui sont quand même toujours un peu dans le doute. On arrive toujours à 2 semaines avant la compète. J'arrive pas à surfer, j'ai du mal. Et là, il faut leur dire, on arrête de batailler. Faites ce qui vous est demandé et ça marchera. Voilà, on va de plus en plus coller à la compète et on va y mettre, chemin, suite à cette histoire de valorisation, des séries à thème. Les séries à thème, ça va être vraiment rentrer dans des moments concrets de la série. Ça veut dire, comme je disais tout à l'heure, on peut faire des séries complètes avec le découpage de temps. Et là aussi, il y a des variables dans le découpage de temps. Je vous parle de 7, 15 ou 17 minutes et le money time. Euh, Ce que j'ai l'habitude de faire avec eux pendant la semaine, c'est qu'au départ, j'impose les sorties de l'eau et après, au fur et à mesure, je leur propose. Ça veut dire que je leur dis, vous avez droit de sortir 2 fois pendant votre série. Vous avez le droit de sortir une fois. Et sinon, à la fin, je leur demande, dans l'idéal du temps, c'est que c'est à eux de me montrer en levant les bras comme quand ils devant une situation de série, c'est à eux de me montrer qu'ils réfléchissent à là où ils en sont pendant la série. J'essaie de les rendre autonomes là-dessus. Et ça peut marcher comme ça a été un fiasco cette fois-ci. Voilà. En tout cas, ouais, les séries à thème, c'est un peu le même principe, c'est mettre des situations qui vont se coller un petit peu à une situation de compète où on n'a pas de score et dans les 7 dernières minutes, il nous faut un backup et un score, ce qui peut arriver. Bon, bref, c'est des idées un petit peu que tout le monde a et j'ai aucune prétention là-dessus et tout le monde est capable de le faire largement. Mais bon, c'est vraiment des mises en situation à la con où le gamin il pète son liche et il faut qu'il revienne au bord, etc. C'est où on reste toujours un petit peu dans le jeu quand même, mais le gamin, quand il arrive dans sa série sur la compète, il se dit ah mais ça on l'a déjà travaillé donc pas d'inquiétude, j'ai réussi à m'en sortir. Voilà. Et voilà, tout en collant de plus en plus à la compète. La, la troisième période, la semaine 3 pour moi, comme je l'appelais, là vraiment on devient très procédurier et très concon. Vraiment, on reste dans un travail identique à ce qui va se passer
pendant les séries à venir. Ça veut dire que voilà, on va se caler des sessions qui se rapprochent du site de compétition. On va, on va faire des sessions courtes. Avant, c'était du jeu, c'était de la connerie, c'était un peu de sable, un peu de partout. Et on était quand même sur des sessions de. Nous, comme je vous le disais, on a le lundi, le mardi et jeudi, on a des sessions qui sont hyper amples. On a du 8h, 13h, donc ça veut dire quand même que c'est au moins du 4 heures d'entraînement, hein, et on passe presque, je pense, 3 heures sur la plage facile, sur le temps imparti. Là, sur cette dernière période, pardon, si on passe honnêtement 1 heure et demie sur la plage, dans l'eau, c'est un grand max. Ça veut dire on va vraiment se coller à ce qui se passe en compétition. Ça veut dire le temps de série, on ne va pas en déroger. Le retour, on le fait comme quand ils sortent de leur série. On ne fait pas surfer plus qu'une série, entre guillemets, sur un pro junior ou sur une compète importante. Ça veut dire que c'est un grand maximum de 2 séries quasiment. Allez, on peut faire une petite série à thème derrière hyper courte, histoire de les faire un peu changer d'air. Mais voilà, on reste vraiment sur un temps identique, sur des conditions qui se rapprochent au prévisionnel qu'on va avoir sur la compète. Par exemple, Indiab, au départ, on commence à aller sur Hendaye et on s'est rendu compte qu'il allait vraiment avoir des vagues. Donc, on a chopé des conditions de marée basse un peu dégueulasses entre Anglette et Biarritz, etc. Et Seignos, marée basse, parce que là-bas, Indiab, c'est un spot qu'à Casablanca, c'est un beach break poliment archi dégueulasse, qui a tellement de changements de situation euh, de spot qu'il n'y a pas de vraie stratégie de placement, hormis pour le premier échange. Voilà. Et donc voilà, donc nous, vu qu'on a la chance d'être à Biarritz, on a des conditions entre Hendaye et Soustone pour trouver des spots. Donc on passe plus de temps de bagnole que de temps de série à l'eau. Voilà. Pendant cette période-là de semaine 3, pareil, remise obligatoire de l'ICRA comme si on allait chercher la Beach Marshall. L'échauffement, il est plus collectif, il est individuel, que les gamins arrivent à se mettre, se créer en place une vraie stratégie, que cette stratégie qui va être justement qu'ils vont venir me notifier avant d'aller à l'eau. Et après, on fera le débrief à la sortie de l'eau. On va être sur les règles de prio qu'ils font entre eux. Et ça, c'est très intéressant à faire avec eux parce que justement, ils sont tellement rodés à ce sujet qu'ils ne se grugent plus. Il n'y a pas un mec qui va dire ah non, non, j'avais pas la prio ou je l'avais, etc. Non, 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 du tout. Vraiment, ils sont hyper bien jaugés là-dessus. Ils arrivent bien à se gérer. Jugement, on est sur un jugement assez exigeant, mais on va quand même toujours bonifier le côté du gamin où il va essayer de créer une surprise, là où il va être, on va dire, dans le timing de la vague, voilà, dans le rythme de la vague, dans le côté temps fort sur la vague et dans le côté aussi valorisation, comme je le disais sur la semaine 2, euh, euh, travail qui avait été effectué en amont. Si le gamin il arrive à mettre en place des combos qui ont été travaillés ou une technique qui a été mise en place sur les semaines précédentes, ça aussi, quand même, on le met en avant. Ça, c'est important. Voilà. Voilà. Et l'important, c'est que voilà, on fait directement après la série, retour du 8 direct, on bataille même plus parce que ils sortent. Je suis assez dur, dans la notation et assez cinglant dans les commentaires parce que je préfère que quand ils arrivent sur la compétition, ils disent putain, mais Gilles, elle était trop dure avec nous pendant la semaine précédente, que leur dire putain, vous êtes trop beau, trop fort, etc. Par contre, je le dis et je le répète, l'histoire de bonification, là, euh, c'est important de valoriser les choses que le gamin veut montrer qui ont été travaillées en amont. Voilà, donc c'est un peu paradoxal, mais le gamin qui va essayer de mettre en place ce qui a été travaillé, eh bien, lui va être valorisé, et celui qui fait son travail mais qui par contre a omis quelque chose de stratégique ou de technique, là, le petit va ramasser quand même. Voilà. La période 4, donc la semaine 4, pour moi, ben, c'est con, j'appelle ça semaine 4, mais concrètement, c'est 4 jours avant la compète. Ça, c'est la période où nous, on se déplace pour arriver sur le site de compète et prendre nos marques. C'est hyper important. Parce qu'on peut avoir des gamins qui sont
bien après la semaine 3 ou qui sont bien chiadés par rapport à la stratégie, qui sont bien chiadés par rapport à la technique, par rapport aux conditions qui sont prévues pendant pendant la période de compète. Mais on arrive sur place 3 jours avant la compète et c'est là qu'on fait les derniers tests de planche, hyper important parce qu'on a pu travailler pendant 2 ou 3 semaines avec les bonnes planches et finalement se rendre compte que ça ne va plus. On est en situation d'entraînement sur site avec le site qui est monté, WSL ou autre, et là, boum, l'impression n'est plus la même. Il y a l'environnement aussi qui fait que il y a, excusez-moi, il y a les autres surfeurs qui sont là et qui font pas de cadeaux pendant le temps d'entraînement, où là, c'est jouer des épaules, mais jouer des épaules intelligemment. Ça ne veut pas dire tomber sur les autres ou se commencer à s'insulter parce que c'est une perte d'énergie inutile. Quoi qu'il en soit, euh, c'est quand même une grosse montée de stress. Et les gens, les gamins, même s'ils sont habitués, je vois par exemple une Ina qui a été 3e mondiale, voilà, ou une Aylan, hein, voilà. Pour moi, c'est des monstres de surf, vraiment. Mais quand elles arrivent sur une compète, eh bien, il y a bien quelque chose qui les déstabilise. Donc voilà. Donc il faut vraiment remettre en place tout qui a été vu les 3 semaines dernières en l'espace de 3 jours. Là. Par contre, c'est un moment où on dit hey, t'es belle, t'es forte et tu vas y arriver. C'est plus du tout un moment où on dit putain, qu'est-ce que tu fous, putain, t'as pas la bonne planche, etc. Même si c'est pas la bonne planche parce qu'elle n'a rien d'autre, eh bien, on fait avec. C'est important, ça, quand même, de supporter les gamins après les avoir cassés pendant la semaine 3. Ouais, on fait vraiment un check sur les options qu'il y a à l'eau pendant les marées. Hyper important, nous, quand on arrive à Indiab, eh bien, on fait des entraînements à marée pleine basse, quelle que soit l'heure, et des entraînements à la mi-marée, quelle que soit l'heure, et des entraînements marée haute, quelle que soit l'heure. On a fait des entraînements à 6 heures du matin, il faisait nuit, on attendait qu'il fasse jour pour se mettre dans l'eau parce que c'était la marée basse. On faisait l'entraînement mi-marée alors que c'était le grand cagnard, rien à cirer, mais c'est comme ça. Et les entraînements marée haute, on a fait, voilà, bon, enfin, c'est hyper important de tout tester de façon à ce qu'il n'y ait pas de surprise. Et si jamais le spot propose des aléas, on est quand même assez malléable pour se dire, ah oui, ça ressemble à peu près à ceci ou à peu près à cela. Voilà. On fait des rappels aussi pendant ces 3 jours de matériel parce que nous, on a des outils qui nous permettent de se comprendre à l'eau. Ça, c'est important. Et assez important qu'il n'y ait pas justement de, d'incompréhension dans le sens où je pense que c'est hyper important de faire répéter aux gamins à chaque fois, non pas leur dire le truc et qu'ils disent oui, oui, mais leur faire traduire avec leurs propres mots ce que vous avez dit avant qu'ils partent en série, de façon à ce que ce soit bien assimilé. Et s'il y a un couac, c'est là que vous pouvez rattraper en disant non, Coco, j'ai pas dit ça, c'est comme ci, c'est comme ça. Vous êtes là pour les accompagner, vous n'êtes pas là pour leur imposer des trucs. Voilà. Et la gestion, après, comme je disais pendant ces trois derniers jours, c'est aussi l'horloge de la semaine où on se lève très tôt en fonction des séries pour être sûr d'être pas la tête dans le cul quand on part à l'eau. Le matos, il est prêt. Le petit déjeuner, on ne le fait pas trop fourni pour éviter que justement il y ait un petit relent ou quoi que ce soit. Les gamins qui sentent oh, putain, je ne vais pas y arriver, pas y arriver, on y va un petit peu en douceur au départ pour les mettre en confiance. Et derrière ça, c'est plutôt leur dire hey, de toute façon, il arrive à gagner, on ne sait pas, mais toi, tu as un travail à fournir aujourd'hui. Ton travail, il va être sur 25 minutes. C'est comme ça que tu vas décomposer. Fais le travail qu'on a mis en place pendant le mois dernier. Et après, voilà. Hein. Après, malheureusement, il y a tellement de parasites dans tout ça. Il y a tellement de, de choses qui sont pas sûres et certaines hein, dans le surf qu'il faut quand même se dire aussi que les exercices d'entraînement qui sont faits avant, c'est pour travailler ces incertitudes, que la confiance en soi, etc. Vous avez beau les mettre dans toutes les situations possibles pour les rassurer, pour minimiser l'incertitude. Il y a toujours un petit truc qui peut, malheureusement, c'est un coup de téléphone de famille, c'est une connerie, c'est oh putain, merde, je suis contre elle ou contre lui et je l'aime pas. Voilà. Mais vous êtes là pour recentrer les 3 jours avant et justement, des fois, faire des petites piques de rappel en disant hey, si tu tombes contre elle, la situation c'est la même chose. Si tu as cette situation-là, si tu es une interf, eh ben,
heureusement que tu vas avoir la partie innovante et la partie temps fort sur ta vague, stratégie, etc. Je crois que j'ai fait le tour. Je pense avoir donné quelques types d'exos. Et voilà, là, au niveau des critères de jugement, est-ce que tu veux rebondir, Jeff, ou est-ce que tu veux que j'en parle de suite? C'est comme tu veux. Bah, vas-y, continue sur ta lancée, sur comment tu les intègres dans tes situations. Ouais, ok. Donc, comme je le disais, là, il y a la partie 0, 1, 2, 3, 4. La 4 étant celle que je viens d'expliquer là, en étant sur le terrain pour, entre guillemets, en 3 jours, relater vite tout ce que vous avez fait en les 3 dernières semaines. Euh, les... J'essaie de le dire, mais je le dis vite et je n'ai pas trop l'habitude de parler des conneries que je fais. Donc, voilà. La semaine 1, comme je disais, quand on parlait sur le challenge, etc., on peut avoir vraiment des moments où on va parler de critères de jugement, mais on reste un peu évasif parce que ça ne sert à rien de rentrer directement dans le vif du sujet. Et c'est plutôt parler de temps fort. Plutôt, s'ils sacrifient les gamins le début de vague pour faire quelque chose de bien en fin de vague, il faut valoriser ça. Et après, c'est recomposer dans la semaine 2 plutôt, justement un petit peu ce qui est attendu par rapport au jugement. Même si on triche toujours, nous, en valorisant les choses. Mais leur dire qu'un juge, il attend de la surprise, qu'il attend du contrôle, de la vitesse, voilà, de l'engagement et du lien, ça, c'est important. Néanmoins, je le vois, j'en reviens encore, et puis il y a eu quelques petits débats par rapport à la compète, hein. Euh, Néanmoins, quand même, moi, j'aime vraiment valoriser les gamins qui ont des temps forts, du rythme. Le rythme, qu'est-ce que j'entends par rythme? C'est qu'il y a une vague qui va proposer quelque chose et que le gamin va être capable d'être dans les bonnes actions au bon moment. Et ça, c'est important parce qu'il y en a qui vont être power, mais sur des parties qui ne servent à rien. Et le rythme, c'est être timé au bon moment sur l'action qui va être dans la petite partie critique. Et voilà. Et les parties pleines ou les parties plates peuvent être très bien être des moments de lien ou des temps forts, enfin des moments de lien qui peuvent être transformés en temps forts pour certains gamins qui savent très bien carver. Mais voilà, dans la semaine 2, on commence à rentrer quand même comme je disais, les variables didactiques, ça veut dire le temps, le nombre de vagues, etc., mais aussi les critères de jugement, mais vraiment de façon assez basique. Et dans la semaine 3, là, on rentre vraiment dans ce qui est attendu par les juges. Voilà. Là, je répète, semaine 2, ça va être les temps forts que j'aime moi, personnellement, J.R. Vigne, avec, voilà, essayer de les booster dans cette dynamique-là. Et semaine 3, hop, J.R. Vigne, on l'enlève et on fait le juge pur et dur. Même s'il y a un gamin qui fait des choses que j'aime pas, ben là, lui, je ne vais pas le sanctionner. Comme je le disais, je ne le bonifie pas par contre, mais je lui donne la note qu'il mérite. Alors que la semaine précédente, je vais lui dire, hey, la vague, tu aurais pu la transformer en faisant ça, ça ou ça, donc tu n'as pas répondu aux attentes, donc tu n'as pas une bonne note. Et semaine 3, là, même si j'aime pas, je le répète, eh ben, tu as fait ça, tu es tombé, mais ça vaut quand même 4,5, donc on passe sur 4,5, etc. Et on rentre dans des challenges de un tour 1. Là, les gamins, ils essaient vraiment de prouver et la notation, elle tombe assez vite. Il faut être autour de 13. Un tour 2, c'est un peu plus dur dans le jugement parce que c'est là qu'ils commencent à écrémer un petit peu les groupes. Ça va être autour de 11. Un tour 3, on remonte les scores parce que justement, on tombe sur les têtes de série. Et là, ben, les mecs qui rentrent, il ne faut pas se mentir, ils sont un peu attendus, donc les scores, ils tombent un peu plus facilement. Donc, hop, il faut être exigeant un petit peu sur la notation. Et donc, voilà, sur la semaine 3, on va essayer de jouer là-dessus. Vraiment, critère de jugement pur et dur. Sauf, petite variable, si jamais il y a un gamin qui vous sentez qui est au bord de la crise de nerfs, on se met un petit peu quand même à le valoriser, etc. Semaine 4, c'est quand on est sur le terrain, quand on est sur la plage de la compète dite. Là, c'est mise en jambe et valorisation de ce qu'ils font avec des petits trucs. Attention, là, tu vois, tu m'as habitué à faire ceci ou cela. C'est des petites piqûres de rappel, mais qui sont douces et pas, et pas négatives. Donc, le jugement, c'est OK, il fait un roller, c'est oh, tu as fait un sacré roller, tu as un putain de roller. Là, c'est les gamins, c'est le but du jeu, là, c'est pas de la notation pure et dure, mais de leur dire, par exemple, là, il y a les 120 compétiteurs à l'eau qui vont passer pour l'échauffement ou pour la phase d'entraînement.
ben, j'aimerais que ta vague, elle fasse partie des 3 meilleurs que de la matinée que je vois. Ça, c'est pas du tout dans les critères de jugement. Rien à voir. Et le temps n'est pas imparti, et le nombre de vagues n'est pas imparti, il n'y a rien. Mais, par contre, de leur signaler, hey, surprends-moi sur le moment d'entraînement, ben, je vous garantis que quand le gamin, c'est lui qui fait le meilleur voleur et qui sort et que tout le monde a vu que c'était lui qui l'avait fait, ça met une pression à tout le monde. Mais voilà, j'en ai terminé pour ce que j'avais à dire, mon cher Jeff. Ben, merci beaucoup, JR. Donc, c'était très riche. Il y a eu beaucoup d'informations. Euh, pour reprendre un petit peu les points très importants de l'intervention de JR, à l'entraînement, c'était tu l'as dit, hein, on a déjà travaillé ça à l'entraînement et ça réduit les incertitudes. Donc, pensez bien à mettre en place le maximum de situations proches de la compétition pour réduire justement toutes ces incertitudes et d'arriver le jour J prêt à répondre à telle ou telle problématique tout en gardant une capacité d'adaptation. Également, la partie très importante au niveau mental, c'est de valoriser et bonifier pour mettre en confiance. Donc, vous avez vu comment JR a organisé tout son processus au niveau de ses semaines, de la semaine 0 jusqu'à la compétition. Donc, il y a un moment où, justement, il faut être un peu plus sévère, mais il y a toujours de la valorisation et de la bonification sur les temps forts. Et pour revenir au jugement, donc en tant qu'ancien juge et sur les compétitions, moi, ce que je voyais sur, allez, on va dire une série, on va juger 40-50 vagues. Nous, ce qu'on va retenir, c'est les temps forts de chaque vague, les moments de score. Donc, si je vois une vague où il y a 5 manœuvres, je ne vais pas regarder en détail, peut-être comme l'entraîneur va pouvoir analyser les 5 manœuvres, mais moi, ce qui va me marquer, ça va être le temps fort, le moment de score de cette vague. Donc, s'il y a une manœuvre majeure, bah, c'est ça que je vais retenir. Et c'est ça qui va me permettre de passer d'un score moyen ou bon à un score excellent. Donc, ça rejoint le travail innovant que faisait JR, où il y avait la possibilité de passer au-dessus avec ce type de manœuvre, ou le travail standard avec un surf plutôt classique, qui nous permet aussi, voilà, sur une combinaison de manœuvres majeures classiques, d'avoir des scores de 8, 9 sans problème. Et ça nous permet de rebondir sur la nécessité de travailler à l'entraînement des totaux. Donc, JR le fait travailler. Voilà, pour le premier tour, en gros, il faut 13 points. Ensuite, ça redescend à 11. Après, ça remonte. Donc, ce type de travail, il est assez intéressant. Ça permet de mettre en confiance le jeune et de dire, voilà, moi, j'arrive à un total de 13-14 assez facilement. Je sais que je suis capable d'aller jusqu'à tel niveau. Par contre, si tu veux arriver jusqu'à la finale de ta compète, il va falloir que tu fasses des 8 et des 9. Et voilà, recréer ces situations-là à l'entraînement. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Parce que c'était assez riche et on ne va pas Ju- perdre le lien avec tout ce que JR a dit. Juste, je rajoute un petit truc, parce que c'est vrai que je m'arrête sur la petite présentation à l'avant-compète, et un rôle que vous avez à avoir en tant qu'entraîneur, encadrant, etc. C'est aussi, comme Jeff l'a dit, Jeff a été juge. Moi, j'ai fait juste que du dépannage au niveau national par moment, parce que voilà. Et d'ailleurs, Jeff a été mon chef juge. Merci beaucoup, Jeff. Non. Non, mais plus sérieusement, votre rôle aussi, c'est que vous avez formé les gamins, vous avez entraîné, vous avez préparé la compétition. Arriver sur la compète, c'est pas vous qui jugez. Il y a un moment, se retrouver à dire putain, le jugement est à chier ou pas, c'est une chose. Vous avez le droit de le penser, vous avez le droit de le voir comme ça. Mais le truc qu'il y a, c'est que la plus grosse des intelligences de votre part, c'est de s'adapter à ce qui est demandé. Parce que vous avez beau ne pas aimer ce qui est proposé, peut-être, ou la notation, etc. Et ça m'arrive, ça m'est encore arrivé à un diable, là, il y a 2 jours, hein. Mais il n'empêche que il faut juste se dire, bon, mais voilà, eux, les attendus des juges aujourd'hui sont ceux-là. Pourquoi? Comment? Par exemple, je vais vous prendre mon exemple à Ndiab. Je n'étais pas content
de la notation finale de la série, d'une des séries, mais, du jugement vague par vague. Parce que voilà, ils ont considéré une gamine qui fait un backup en bas qui était voilà, euh, à 4,5, alors qu'il y a une des filles qui prend un 4,5 aussi, ou un 4,2 au fond, au large, avec un bon quart, un vrai speed turn, et derrière ça, elle tombe sur le re-entry. Donc, ils lui mettent 4,2, et celle de devant, au bord, sur le gong, elle prend un 4,5 sur une vague merdique qui est surfée, qui a du lien, mais il n'y a pas de temps fort, il n'y a pas d'engagement. Voilà. Et j'ai pas été, à une époque, je disais putain, quelle bande d'enfoirés, etc., bien sûr, mais plutôt été les voir pour leur dire que j'ai été d'accord avec le classement final, mais que pédagogiquement, ça n'était pas utile de sabrer le backup comme ça de l'une à de l'autre, sachant qu'elle n'avait pas besoin d'un 4,5 pour passer, qu'il lui fallait un 3,9, qu'ils ont mieux fait de respecter la hiérarchie, la hiérarchie des vagues, plutôt que hop, valoriser sa petite vague à la fin pour dire c'est plié. En plus, les pauvres, je les excuse les juges quand même, parce que dernière série de la journée, après 10 heures de compète, du soleil pleine gueule, pas de cam pour faire les replays, alors que le spot, il est à 150 mètres de vision de chez eux. Donc, franchement, ils sont dans des situations. Alors, ils se sont excusés, et c'est vrai que ceci, cela, ils ont. Ah oui, effectivement, tu as raison. Mais quoi qu'il en soit, il faut essayer de se caler quand même à leurs attentes. Et là, je vois par exemple à Ndiab, il ne radait pas. Il y avait un mec comme. Merde, comment il s'appelle le portugais? Oh merde, excusez-moi, j'ai plus. Alfonso Antunes, qui est un super technicien, qui fait du super rail, etc. Mais vu que le spot, il était entre 150 mètres et 300 mètres, eh bien, Alfonso, il faisait du joli rail, mais pas de gerbe. Donc, eh bien, il perd sa demi, alors que techniquement, c'est le meilleur. Donc, vous n'êtes pas là au moment de la compète pour montrer que c'est le meilleur technicien. Non. Alfonso, vous auriez dû lui dire, ou son mec aurait dû lui dire, hé, Alfonso, du fond, on ne te voit pas. Je vous prends Kepa Ousset, que vous connaissez sûrement. Kepa Ousset, il fait peut-être le meilleur re-entry de sa série contre les mecs. Mais le re-entry est tellement technique, il est tellement loin des juges, sur le côté à droite, là-bas, eh ben, qu'il ne fait pas un pet de gerbe et qu'on ne le voit pas. Moi, je suis en face avec ma caméra, je fais, oh mon Dieu, comment il est capable de faire ça, le mec. C'est monstrueux. Mais de l'extérieur, sans replay, sans rien, sans gerbe, on ne voit pas, donc ça ne score pas. Donc, à un moment, il faut regarder, se mettre à la place du juge, prendre, c'est ce que je disais quand on prend place sur le site de compète, c'est monter là où sont les juges pour voir ce qu'ils voient eux. Parce que s'il n'y a pas de cam, vous êtes foutu, vous allez pouvoir vendre du rêve, ça ne marchera pas. Et donc, à partir de là, aujourd'hui, la compète sortie de Ndiab, eh ben, plus tu faisais de saut d'eau, que tu surfes à plat ou sur le rail, si tu faisais des saut d'eau, tu étais vu, donc tu étais scoré. Voilà. C'était juste le petit aparté, pardon. Voilà, ce que vient de dire JR, c'est fondamental en tant que coach et entraîneur. Il faut se mettre tout le temps à la place des juges. De toute façon, l'angle de vue est primordial. Les juges vont juger de la même façon. Si vous vous trouvez sur la plage à 150 mètres du podium de juge, vous n'allez pas voir du tout la même chose. Alors déjà que voilà, les juges ne voient pas la même chose, ils se mettent d'accord, etc. Et c'est une harmonisation des notes. Et il y en a qui peuvent préférer le rouge, d'autres qui peuvent préférer le blanc. Et c'est la moyenne de tout le monde qui va sortir. Vous, si en plus vous êtes à 150 mètres de la tour, bah, vous n'allez pas du tout voir la même chose, vous n'allez pas du tout apprécier les choses de la même façon. Et là, l'exemple de JR, il est parfait dans le sens où le meilleur technicien, à 150 mètres du podium des juges, il n'est pas forcément vu comme il faut. Et ce qui était vu, c'est l'observable, ça va être la gerbe. Donc, ça va être à vous aussi voilà, de jouer en, en fonction de ça. Et très simple pour repérer les attentes des juges, vous regardez les premières séries et dès que vous voyez qu'il y a un 8, vous analysez ce 8, qu'est-ce qu'ils veulent voir. Voilà. Il y a eu ça qui a été fait, c'est ça qu'il faut aller chercher. Voilà. Ouais, il faut anticiper c'est pas, je veux pas dire des erreurs ou des manquements ou quoi que ce soit, mais quand un gamin il passe en dernière série de la journée, il faut anticiper que les juges sont fatigués, que la lumière elle est dégueulasse, qu'ils n'ont pas de caméra, que tout ça, et que voilà. Donc nous on avait fait une stratégie de justement de surfer le fond pour que ça déboîte, et à la dernière minute on a quelqu'un qui prend une vague au bord. C'était la surprise, mais bon, voilà, c'est comme ça. On va partir sur un petit échange sur les questions.
Alors, est-ce que vous voulez d'abord poser des questions sur ce qu'on vient de voir, comme ça on garde le lien, ou on fait un petit tour des questions que vous avez déjà posées sur le formulaire? Allez-y, je vous écoute. Quelqu'un se lance. Bonjour tout le monde, vous m'entendez? Bonjour. Très bien. Je m'appelle Alain Goffo, je suis au Mimizan Surf Club et j'encadre les enfants dans la section sportive de surf. Et bientôt, nous avons les Mimizan Surfing Games. C'est un tag team aussi et j'avais une question bien spécifique par rapport à la différence avec les Open. Est-ce que on va être jugé pareil dans les tag teams que dans les Open? Alors, tout à fait. Donc, l'espoir et les Open vont être jugés de la même façon. Ça va être les mêmes critères de jugement. La seule différence, par rapport à une compétition normale, c'est qu'il n'y aura pas les règles de priorité. Mais voilà, un espoir ou une ondine vont être jugés sur un niveau de référence Open. Voilà. Attention, ce n'est pas les espoirs, hein, c'est les interclubs tag Oui. team. Mais dans les interclubs, dans l'équipe, il y a un espoir et une Oui. ondine. Donc, eux, Oui, tout le monde va être jugé au même niveau. Voilà. d'accord. Par rapport aux priorités, il n'y en a pas, mais il y a les questions de ramer la vague qui comptent pour ou pas. Non. Non, non, on revient sur un format classique. Donc, on peut ramer sur toutes les vagues. Et la priorité est à celui qui est le plus intérieur du point de déferlement de la vague. Merci beaucoup, Jeff. Voilà. C'est tout. Merci. Allez, n'hésitez pas, ceux qui ont, si vous voulez poser des questions, c'est le moment. Moi, je veux bien. Salut tout le monde. Vous m'entendez? Très bien. Ouais, c'est bon, ça marche. J'ai jamais fait ça alors. Ouais, moi j'ai des. Bon, nous on est sur le Crevette Tour dans les Landes, là, sur Bisca. Donc j'ai des gamins qui ont un niveau assez faible comparé à ceux du sud des Landes. Et du coup, ils sont souvent vachement impactés par ça. Et c'est plutôt au niveau préparation mentale. Donc j'ai bien compris que les mettre en situation de compétition, ça permettait de faire en sorte qu'ils soient un peu plus en confiance. Et j'en ai un là, la semaine dernière sur le championnat des Landes qui a quasiment pas surfé, quoi. Il y a un des juges qui est venu me voir à la fin en me disant putain, mais ton gamin, il va pas, il voulait pas surfer. Et c'est vrai que ce gamin, il surfe à l'entraînement. Il est capable de mettre des manœuvres qui sont correctes et moi, l'objectif qu'on se fixe, c'est d'essayer d'améliorer son score personnel, un combat contre lui-même, quoi. Et c'est vrai que là, on est passé complètement à côté alors qu'on s'était entraîné. Et du coup, ouais, je sais pas trop comment faire pour réussir à le mettre un peu plus en confiance et à lui faire comprendre que qu'il y ait les autres ou pas, on s'en fiche, quoi. On n'est pas là pour. On sait qu'on va pas gagner, mais on peut quand même essayer de progresser, de s'améliorer, quoi. Et c'est vrai qu'il comprend ce que je lui dis à l'entraînement, il a l'air chaud. Et puis le jour de la compète, en arrivant à la compète, il me dit oh, bah, de toute façon, moi, je m'en fous. Enfin, je vois qu'il a pas envie, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu décevant pour moi et pour lui, et j'aimerais bien essayer d'améliorer ça, quoi. Et c'est vrai que je sais pas trop par où commencer. Oui, il a pas envie par rapport aux autres, au regard des autres, Bah, par rapport à lui-même. je pense que c'est, je pense, après encore une fois, je suis pas dans sa tête, j'essaie d'en discuter, mais bon, c'est un peu délicat. Surtout que cette année, c'est encore pire vu qu'il a le bac, la conduite, enfin, les machins, les trucs. Non, je pense vraiment que c'est le regard des autres, quoi. Qu'il a vraiment, enfin, il se dit tellement qu'il a envie de bien surfer devant les autres qu'il arrive même plus à surfer, quoi. Et au niveau de ses scores qui en ressort, enfin, à l'entraînement, il arrive à avoir des vagues plutôt bonnes, moyennes. Bon, on est plutôt sur des vagues ouais, mauvais à moyen, quoi. On va dire le mieux qu'il m'ait fait à l'entraînement, je pense que ça vaudrait un 4. Mais en compète, il me sort des 2, quoi. D'accord. Voilà, Donc, moi j'aimerais bien qu'il accède à 4, quoi. un objectif de peut-être voilà, contre lui-même, de score. Mm. De score. Carrément. Mais voilà, c'est un travail qui demande du temps au niveau préparation mentale, entre guillemets, de Mhm. lui dire, peu importe le résultat de ta compète, le plus important, c'est que tu fasses des 4, par exemple. Carrément. Mais c'est ce que j'ai fixé, mais peut-être qu'il faut que je fasse plus de séries compètes à l'entraînement, quoi. Mais excuse-moi, est-ce qu'il a Oui. conscience, est-ce qu'il a conscience de son niveau ou
réellement? Ouais, Est-ce qu'il se pense bon et puis il se chie dans la colle pendant la compète, ou est-ce qu'il se pense nul et donc il confirme ça en compète, ou dans quel état d'esprit il est, le petit? ben, je sais pas trop. Non, enfin, qui se pense bon. Je pense qu'il est conscient de son niveau. Puis de toute façon, tu peux que l'être quand tu vas sur le championnat des Landes et que tu vois le niveau des autres gamins. Mais je pense vraiment que c'est au moment de la compète, le regard des autres l'impacte tellement. Il a tellement envie de surfer à son niveau et il n'a jamais réussi à le faire en compète qu'il se met à une grosse pression, quoi. Encore Et, une fois, je pense, quoi. Je suis pas dans ouais. sa tête. Et est-ce qu'il y a un petit peu de prépa de fait en amont de la compète? Quand je dis prépa, c'est j'ai pas envie de dire spécialement mental, hein, mais parce que nous, attention, au pôle, on en fait tous les mardis soirs. Les petits, Hmm. ils ont la prépa mentale. Certains, ça impacte vraiment bien. D'autres, ils ont l'impression d'être dans un aquarium, tu vois, ils captent rien. Mais c'est un âge, tu vois, c'est une certaine maturité à Bien choisir, sûr. etc. Mais est-ce que déjà, avec lui, avant de penser à la compète, juste, tu vois, par exemple, ce que je disais, moi, en semaine 4 là, quand tu arrives sur le site, il y a cette impression de oh putain, merde, tu vois, je suis plus jugé ou, ou géré par mon entraîneur JR qui va être le seul à me regarder avec mes copains, tu vois. Là, tu rentres Mhm. directement dans un grand truc. Est-ce que toi, enfin, toi, à ton petit groupe, tu arrives à le préparer à ça, par exemple, à dédramatiser Bah, la compète, et après, est-ce que lui, euh, tu ne peux pas être capable de le mettre dans une situation où, et mon coco, que tu sois à l'entraînement, au championnat de France ou au championnat des Landes ou n'importe où, ton travail à fournir, c'est comme un contrôle de maths, que tu le fasses ton exercice à la maison, avec tes parents ou pendant le bac ou en contre-truc, tu as quand même une feuille, un stylo et tu as un travail à fournir. Donc, c'est hmm. les 15 minutes avant ta série, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, en termes de prépa. Pendant la série, à quoi tu penses? Et, euh, et tu sais ton niveau, qu'est-ce que tu es capable de faire sur ce type de vague-là? Tu t'en fous d'avoir le lycra jaune, rouge, bleu, vert ou fluo, on s'en fout. Ton travail que tu as à fournir, c'est ça. Et aujourd'hui, dans ces conditions-là, tu es capable de faire ça. Donc, tu fais ça et toi, que tu lui mâches le travail de réflexion, si tu veux. Je pense que Ouais, carrément. lui Ok. comme tu dis, c'est l'enveloppe externe qui le bouffe. Comme je te dis, j'en parlais tout à l'heure, Anaïs Blanchard, quand même, qui a été vice-championne d'Europe, 6e mondiale, et qui fait finale au championnat de France Open et cadette, eh bien, elle est capable quand même de me dire à la sortie de la série, alors que la série était largement abordable, et qu'en plus, elle manque de passer sur sa dernière vague où il ne faut rien du tout, et elle arrive à faire moins que rien, ce qui est dur. Eh ben, elle arrive à me dire, putain, j'ai attendu trop de temps, alors que c'était le gros travail de la semaine précédente, hein. J'avais la prio. Première chose que j'ai fait, c'est quand officiellement j'ai eu la prio, ce qui me tardait, c'était m'en débarrasser. Tu te dis, putain, c'est un atout d'avoir la prio quand même. Te dire, hey, les filles, je me mets en dessous de vous, je vous nique à toutes. Franchement, c'est ou je vous fais une interf, ou c'est moi qui prends la bonne vague. Eh bien non, elle a eu la prio. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, elle est partie quasiment sur une mousse pour se sortir de Hmm. ce stress-là. Et voilà, donc c'est après coup, hein, qu'elle a eu la lucidité de se dire merde, mais voilà, je repasse quatrième prio, et ben je vais attendre encore 4 vagues de plus pour avoir une autre vague. Voilà. Mais bon, c'est moi je pense que c'est vachement quand même d'échange avec le petit et de dire hé Coco, aujourd'hui, j'attends pas plus qu'un 4 de ta part. Va pas sortir une manœuvre que tu sais pas faire. Ouais, carrément, mais c'est vrai que ça, j'essaie de le faire, ouais. Mais je pense qu'il faut que c'est sur le long terme, quoi, hein. Il faut continuer et qu'il ait plus d'expérience aussi en compète, qu'il fasse plus de séries. Et moi, que je leur fasse peut-être plus de séries, mais quand on fait les séries entre nous, il n'a pas cette même pression, quoi, bien évidemment. Ouais, mais peut-être que si justement, euh, si il surfe sans pression, eh ben, peut-être qu'il faut que tu l'amènes sur une compète sans qu'il y ait de pression. Ouais, En fait, d'accord. dédramatiser le truc. Si le gamin avec je parlais de Kepa Ousset, je ne peux pas te parler de plein de monde parce que j'ai eu la chance d'avoir plein de gamins dans les pattes. Mais un Kepa Ousset, tu le vois surfer, il est monstrueux en termes de glisse, en termes d'innovant, en termes de surprise. Il est impressionnant. Mais tu lui mets un Lycra, quand même, c'est pas le même. Mais Ouais. aujourd'hui, avec le Lycra, parce qu'il se rend compte qu'il ne va pas mourir s'il perd sa série, eh ben, il se rend compte que ben, il passe des tours et puis il arrive à montrer de très belles choses. Sans gagner pour autant, mais il montre de belles choses. Ok. Ouais, passer par la discussion, ouais, ok. Ça me va. On va essayer. Merci. Je peux compléter. Bonjour à tous, c'est Olivier, Mimizan Surf Club. Est-ce que
ton compétiteur, est-ce qu'il t'a utilisé la vidéo? Est-ce qu'il s'est vu surfer? Ouais, carrément, on en fait pas mal. Donc, il s'est pas mal vu surfer. Moi, je les ai que Ouais. depuis l'année dernière. Et c'est vrai que la vidéo, j'en fais souvent. Donc, ouais, il s'est vu surfer pas mal de fois. Ouais. Parce qu'hormis la malchance d'être dans la série 1, s'il s'est vu surfer et qu'il voit d'autres compétiteurs, le crevette, on y est aussi. Bon, Ouais. il y a un gap énorme entre le moins bon et le meilleur. Mhm. Il peut s'identifier à d'autres compétiteurs et se dire, je ne suis pas plus mauvais que cette gamme-là de surfeurs, quoi. Ouais, non, mais carrément. Je suis tout à fait d'accord. Et carrément. Et sur les premiers tours, parfois, il y a moyen même avec des 4, de passer peut-être Ouais. un tour, quoi. Donc, ouais, non, carrément. Mais bon, on va continuer à essayer. Mais je pense que, ouais, il y a plein de choses aussi qui rentrent en compte au niveau mental. Donc, on va voir. Merci en tout cas pour les infos. Pour revenir sur l'exemple de priorité, alors, on a l'impression que les jeunes, dès qu'ils ont la priorité, ils se mettent beaucoup de pression. Il y a beaucoup d'enjeux avec ces histoires de priorité. Et il faut bien arriver à leur dire que ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas la priorité qu'ils n'ont pas un avantage dans la série, qu'ils ne peuvent pas être performants. Euh, pour vous donner un exemple à haut niveau, peut-être que dans les formations vues, je vous en ai déjà parlé, mais Italo Ferreira qui arrive au championnat du monde au Japon, passe ses planches, il arrive en retard à l'aéroport, sa série a commencé depuis 10 minutes, il prend la planche de quelqu'un, il va dans l'eau, il n'a pas la priorité, les vagues sont pas top, il prend 2 vagues moyennes, pas des vagues avec le plus de potentiel, mais il est capable de les transcender, il fait un 8 sur la première vague en faisant un énorme air reverse. Et du coup, pas la priorité, pas ses planches, etc. Mais le gars, il est quand même capable, en rentrant dans l'eau dans des conditions complètement instables, d'être performant. Et l'intérêt de l'entraînement, c'est d'arriver à exprimer ses capacités le jour J. Et donc, si lui, il est en capacité de faire les 4, il faut qu'il soit en capacité de faire les 4 tout le temps. Peu importe la situation, peu importe le contexte. Voilà. Et ça, le travail, il est difficile, hein, parce que c'est au-delà de l'aspect technique, c'est beaucoup de travail mental. Mais un Italo Ferreira, dans sa tête, il est comme ça. Il a des stratégies, des boucliers qui lui permettent de ressortir ses capacités à n'importe quel moment. Et sa spécificité à lui, c'est d'être capable de les transcender et d'aller au-delà. Alors, peut-être que vous avez des athlètes comme ça qui sont sous la pression, ils sont capables de faire encore mieux que ce qu'ils sont capables de faire. Alors que pour la grande majorité, c'est il y a du stress, il y a de la pression, j'y arrive plus. Et l'intérêt, c'est toujours de dédramatiser. Dédramatiser le regard des autres. Tu te plantes, c'est pas grave. Tu vas pas mourir, il y a pas de danger. Et voilà, et dédramatiser par rapport à leur vision aussi, leur représentation personnelle. Voilà, c'est la compétition, c'est d'abord par rapport à toi-même. Oui, effectivement, Oui, c'est clair. tu te mesures aux autres, mais c'est quand même toi. Voilà, faut que tu donnes le meilleur de toi-même. Et vous rappelez, dans la formation, on avait parlé des facteurs de motivation extrinsèques et intrinsèques. Extrinsèque, c'était le regard des autres, le sponsor, le regard de l'entraîneur, de tout le monde. Et les motivations intrinsèques, c'était le dépassement de soi, d'aller chercher au-delà de ses capacités. Et c'est ça qu'il faut aller à l'entraînement rechercher. Essayer de pas de conditionner, mais de dire voilà, c'est ça l'important. C'est ça qu'il faut aller chercher. Et de le mettre en valeur, de le valoriser dans ces choix-là. Carrément. Yes. D'autres questions? Allez-y. Mehdi a levé la main. Mehdi, tu nous entends? Tu as ton micro coupé. Bon, quelqu'un d'autre prend le relais et le temps que tu arrives à trouver comment solutionner ton problème de son, il n'y a pas de souci. Moi, je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Thibaut Sétoin, du coup, au basque.
C'est pas vraiment une question, c'est pour continuer d'aborder ce sujet qui m'intéressait beaucoup, c'est effectivement cette gestion mentale, parce qu'on voit des situations, notamment sur les finales, où c'est exacerbé, quoi. Ces stress-là, donc on se pose toujours l'intervention d'intervenants externes, etc., de comment nous, à notre échelle, en tant que coach, on a effectivement tout à gérer, et on se rend compte que le mental, là, dans ces situations-là, prend une importance considérable. Donc, qu'est-ce qu'on peut amener comme solution? Qu'est-ce qui a été testé à plus haut niveau et qu'est-ce qui fonctionne. Alors, on va dire que suivant les gamins, effectivement, suivant les profils, il y a des trucs qui marchent, qui ne marchent pas. On ne va pas pouvoir faire la même. Il n'y a pas une formule magique pour tout le monde, quoi. Mais déployer un petit peu un éventail de ce qu'on peut aborder suivant des profils pour pouvoir amener des réponses. Voilà. Il y a celui qui va se transcender un petit peu, il y a celui qui va apprendre très bien gérer ses premiers tours et exploser en finale. Il y a des caractères différents. Très extraverti, introverti, pour autant ça marche pas. Enfin, voilà, quelles sont les différentes solutions, le panel de solutions qu'on peut avoir, parce qu'on met prépa mentale, mais je veux dire, prépa mentale c'est très large et on ne connaît pas tous les tenants aboutissants, toutes les techniques. Voilà, il peut y avoir, je sais pas moi, hypnose, visualisation, le côté psy, le côté tout écrire, schématiser, voilà. Donc, si JR pourrait déployer un petit peu tout ce qu'ils ont pu utiliser sur le pôle, ça m'intéresserait un petit peu de savoir. Et voilà, pouvoir utiliser pour que chacun on puisse se guider suivant les profils qu'on a. Écoute, je vais essayer de t'aider, Chapat. Le truc qu'il y a, c'est que tu m'entends bien ou pas? Ouais, très bien. Ok. Le truc qu'il y a, c'est que, comme tu dis, toi, tu as en main un gamin que tu vas voir 2 ou 3 fois par semaine, ou allez, par miracle, peut-être 4 ou 5 par chance, mais c'est quand même rare. Et tu ne peux pas tout maîtriser chez eux, ça c'est sûr et certain. Le truc qu'il y a quand même, c'est que toi, déjà dans ton domaine, je pense qu'il faudrait que tu sois, entre guillemets, en tant qu'entraîneur, hein, irréprochable dans le sens où il faut que tu lui proposes le maximum de situations, et pas forcément que de la situation complète, mais de la situation de vie qui fait que le gamin sente qu'il a toujours la possibilité de s'en sortir. Par exemple, sur des exos un peu compliqués, mais c'est quand même laisser une possibilité de réussir l'objectif. De façon à ce qu'ils se disent, putain, moi, je sais que si je suis en série et qu'il m'arrive ça, je l'ai déjà travaillé avec Chapat, ça, et j'ai réussi à l'exo. Donc, je vais pouvoir sortir de la série. Tu me comprends là-dessus ou pas? Très bien. Ouais, Ouais. parce que ça, je pense que c'est vraiment important. Et c'est comme on le disait un petit peu avec Jeff, tu minimises l'incertitude. Ah ouais. Que le gamin en soit conscient ou pas. Ça, c'est une chose. Nous, aujourd'hui, on a mis en place de la prépa mentale. On en a eu fait, ben, franchement, des fois, on a fait des conneries, on en a rigolé quand même, hein. Mais avant, aujourd'hui, on a quand même un mec, un vrai préparateur mental qui s'occupe de certains mecs qui font ou je sais plus comment ça s'appelle, du vol de voltige, là, où les avions, les mecs, ils sont à la demi-millième de seconde près pour tourner, etc., quoi. Donc, c'est vraiment de la préparation. Et ça, au départ, moi, je le prenais un petit peu à la légère, dans le sens où, bon, c'est pas très important, mais en tout cas, ça réussit à instaurer à des gamins une sacrée routine. Et quand je dis ça, une routine, c'est pas des tocs, hein. C'est une routine, c'est capable d'être motivé, de changer. Ça veut dire que le gamin, c'est pas 3 minutes 12 avant la série, tu mets tes écouteurs pour écouter ta musique favorite ou quelque chose qui te met à la boost. Non, c'est peut-être quelqu'un qui va te perturber, mais quand même, tu as coché toutes les cases de ta routine, de ta préparation, t'as visualisé les vagues, tu as fait de l'imagerie mentale un petit peu, tu as fait tout. En tout cas, le gamin, il est capable de, allez, on va dire, de rentrer dans tous les petits champs de sa routine qui le met en situation de confort. OK? Mm. T'as rien à comprendre ou pas du tout? Ah ouais. Ouais. Et ça, je pense que c'est important. Et nous, en tant qu'entraîneur, hein, tu ne peux pas avoir la main sur tout, mais en tant qu'entraîneur, je pense que c'est quand même super important que, il ait ses routines, qu'il ait sa façon de travailler dans l'eau en fonction des conditions et qu'il y ait cette anticipation de événements qui te pressent et qui t'oppressent au fur et à mesure. Je pense que au-dessus de ça, bien sûr que individuellement, les gamins peuvent aller travailler chez quelqu'un ou travailler différemment
les choses. Mais toi, ça tu peux pas tu n'as pas la main. Tu n'as pas leur éducation, tu n'as pas leur façon de vivre au niveau familial, tu n'as pas leur façon de travailler à l'école, etc. Ça, tu peux pas, c'est difficilement gérable. Toi, tu as juste à prévenir le gamin de l'événement auquel il va se confronter, dédramatiser la situation si pour lui c'est impressionnant ou pas, lui dire attention, ces situations-là, tu les as déjà vécues, donc le stress, il ne doit pas venir de là, et une routine qui lui permet de rentrer le pied dans l'eau avec le sourire. Le sourire, ça ne veut pas dire que je suis peace and love, hein. C'est hé les gars, je vais vous manger, mais avec le sourire. Si j'ai besoin de stratégie, j'en ai. Si j'ai besoin de jouer avec la prio et de vous niquer pour une dernière prio, je vais le faire. Ce que Sarah, par exemple, a très bien fait contre Yann Iré en quart de finale man-on-man. Sarah n'a pas surfé à un super niveau. Yann Iré, la même chose. Par contre, jeu de prio. À la fin, Yann Iré a la prio. Non, elle n'a pas la prio, mais elle part sur une bombe. Sarah, elle est en fin de vague en train de remonter. Non, excusez-moi, oui. Parce qu'elle elle est en milieu de vague et c'est bien Sarah qui avait la prio. Et ben, elle lui part dessus. Sinon, l'autre, elle faisait son 4 points. En tout cas, elle a eu la lucidité. L'important pour le gamin, c'est qu'il soit lucide. Lucide, comme on le disait tout à l'heure avec le gamin, je suis capable de faire des 4, eh bien, je vais perdre ma compète peut-être, mais j'aurais fait mes 4. Mon objectif sera atteint. C'est, je pense vraiment, trouver des objectifs accessibles aux gamins. Quand je vois une Anaïs qui perd l'année dernière les championnats de France à la Grande Plage en commençant sa série avec un 6,33 et qu'il lui faut un 2,30 pour gagner la compète, elle ne trouve pas un 2,30 alors qu'elle vient de faire un 6,33 en moins de 3 minutes, je dis, mais mon Dieu, qu'est-ce qui te passe par la tête, ma cocotte? Eh bien non, justement, au lieu de se dire, putain, je suis récompensé par les juges, eh bien, je vais leur redonner du gâteau au chocolat, la même chose. Eh bien non. Ah, mais qu'est-ce que je fais? Elles sont loin les filles, j'ai pas la prio, est-ce que je vais les coller, est-ce que je vais pas les coller? Perdu. Et là, toi, votre rôle, notre rôle, c'est de la siffler, dire, hé, repars au même endroit, arrête de nous faire chier, arrête de te faire chier, réfléchis pas, répète. C'est connaître ses gamins quand même. Attention, je dis ça, c'est facile. Moi, j'étais là comme le bobo à Biarritz qui observe la compète. Justement, je voulais voir leur comportement sans être tout le temps collé à leur cul, hein. Voilà. Et attention, j'étais collé à son cul à un diable et ça n'a pas marché pour autant. Mais bon, il y a des phases comme ça. Pourtant, prépa mentale, eh ben, elle en fait tous les mardis. Le mec était hyper content d'elle, qu'elle était assez consciencieuse du temps, de la préparation, de la dédramatisation par rapport à l'événement qui arrivait, etc. Et voilà. Sauf que elle a eu un moment de doute et après sa série, lors de tous les entraînements qui ont suivi, elle a super bien surfé. Mais elle a ce poids de la compète, du lycra, en disant putain, je suis trop nul, qu'est-ce que je fous là avec un lycra, j'ai pas le niveau. Alors que elle arrive en quart à 4 facilement, normalement. Voilà. Mais la prépa mentale, c'est bien. Toi, la prise de conscience des gamins, il faut être hyper honnête avec les gamins. Il ne faut pas leur dire qu'ils peuvent avoir des 8 alors qu'ils font des 4. Par contre, leur dire, hé, tu es capable de faire des bons 4, et moi, je vais être fier de toi si tu fais des 4. Ça, c'est une bonne chose. Et par contre, lui donner les billes pour que ces 4 ils soient faits. Voilà. Pas qu'ils créent des surprises qu'ils ne sont pas capables de faire. Il faut être un moment cohérent et conscient de là où ils peuvent arriver, quoi. Et c'est pour ça que c'est une compète dans la compète. Si le gamin il peut arriver en finale, son objectif, c'est la finale. Si le gamin peut la gagner, son objectif, c'est la gagner. Il faut récompenser chacun avec la valeur qu'il a. C'est-à-dire que le gamin qui arrive en finale mais qui ne la gagne pas, il faut lui dire, hé, t'as déconné. C'est pas normal. Mais rester dans une justesse de mots et la pression, enfin, je vois les gamins qu'il y a partout, hein. Ils ont 4 t-shirts, ils ont l'impression d'être Kelly Slater, ils en ont 5, putain, ça y est, c'est Medina. Et malheureusement, non, c'est se repartir quand même, leur faire un rappel. Tu vois, tu as des vidéos de gamins nationaux qui surfent Benjamin, minime, cadet, etc. Leur montrer que le niveau international, c'est minimum ça. Donc, tu vois, c'est relativiser, mais leur dire, hey, vous pouvez y arriver un jour aussi. Ouais. Enfin, je ne sais pas si je peux t'aider plus, mais on a eu essayé avec des sophros, on a eu essayé avec des préparateurs mentaux, on a eu essayé avec. Il y en a qui font un peu de, comme tu disais, Visualisation. Non, excuse-moi.
Hypnose, etc. Ouais. Ouais, mais il y en a qui font tout et ça ne marche pas non plus, tu vois. C'est Ouais. Ben, en tout cas, ouais, merci, je capte. Effectivement, l'attitude du coup de l'éducateur d'être un peu droit dans les bottes, pas forcément trop rentrer dans le. Enfin, rester à sa place, être objectif, anticiper donc les situations, définir les objectifs et les dramatiser. Et après, la question qui émerge pas mal, c'est cette histoire de mindset, quoi. Comment tu rentres est-ce qu'il faut voilà, les booster? Est-ce qu'il faut. Voilà, enfin, forcément, quand tu rentres dans une finale, tu as envie de les manger, tu as envie de gagner. Comment tu abordes ça? Est-ce que on leur monte la tête ou est-ce qu'on. Voilà, enfin, quelle est l'approche qu'on peut avoir, sachant que voilà, le mec, quand il rentre dans l'eau, il faut qu'il ait envie de les manger, quoi. Il a envie de gagner. Le mindset. ouais. Là-dessus, je te prends peut-être 2 exemples que tu connais bien, hein. Et j'espère que vous connaissez aussi les autres. Tu prends un Shan et tu prends une Sarah Lisiaga. Sarah Lisiaga, pour l'historique, 3e ou 4e au championnat d'Europe. Là, elle vient de faire 3e au Pro Junior. Et voilà, c'est une compétitrice acharnée, hein. Vraiment, voilà. Pour moi, elle arrive à passer à côté de certaines finales, ça peut arriver parce que là aussi, des fois, les gamins passent à côté parce que ce n'est pas des objectifs majeurs de leur saison, hein. Donc, des fois, voilà, il y a des relâchements, il y a des fois voilà, d'autres pressions qui peuvent arriver de couple, de ceci, de cela, qu'on ne peut pas maîtriser. Le seul rôle que vous pouvez tenir, c'est sur leur dire, hé, tu es peut-être dans la merde dans la vie, tu as peut-être plein d'histoires dans ta tête qui trotte pendant la compète, mais aujourd'hui, tu es là pour bosser. Et ton boulot, c'est de faire tel score à tel endroit, avec tel type de manœuvre et répondre à la demande des juges. Donc, toutes tes merdes de la tête, il faut que tu les mettes de côté et ça te fera que du bien d'être satisfait de toi et du surf que tu vas proposer aux juges. Donc, c'est essayer de recentrer. Mais quand je vois une Sarah qui rentre à l'eau, elle, alors que là, elle a perdu contre une petite Portugaise qui, techniquement, est bien meilleure qu'elle. Petite vague en plus, donc il n'y a pas de surprise pour Sarah. Mais elle rentre à l'eau quand même en disant, putain, je vais la défoncer. Elle surfe mieux que moi là, mais c'est moi qui vais le faire. Mine de rien, elle, est, elle, a, elle a réussi à créer le doute chez la fille. La petite, l'autre, elle pose 2,6 direct. Et elle arrive avec un 4,5, puis un 5,5, puis l'autre commence à paniquer quand même. Donc, c'est pas mal. Et on voit un Shan à l'inverse, mais Sarah, tu peux la booster à bloc, tu peux lui dire putain, mais vas-y, et lui transmettre de l'agressivité positive, tu vois. Ça, elle, ça passe. Tu prends un Shan que j'ai vu, que j'ai eu en équipe de France. Un Shan, c'est putain, c'est ça bronche pas. Que tu lui parles agressif, doux, quoi que ce soit, c'est ouais. Et puis il va rentrer à l'eau, tu vois que c'est un sacré surfeur, c'est un beau surfeur là, la compète. Dans la jeune génération, j'ai trouvé qu'il a montré vraiment du surf d'adulte. J'étais chapeau. Par contre, le gamin, aucune notion de finir les vagues, aucune agressivité pour remonter au pic, pour reprendre la prio et pour au dernier moment changer la donne. Tu te dis, putain, comment se fait-il que techniquement, ce gamin, eh bien, il fait partie des meilleurs KD2, mais stratégiquement et en phénomène de groupe, tu te dis, putain, c'est une plaie ce gosse. Parce que, parce que comment tu vas le faire sortir de ce faux confort alors que ce gamin, il est en surstress en fait. Il a ce côté-là où on dirait qu'il s'en fout, mais il s'en fout pas. Il se met en panique et il fait l'inverse de ce qu'il faudrait. Tu prends encore un petit Aaron Bacon qui est beaucoup plus petit, qui techniquement est très bon, et tu le vois en demi-finale à la Maïder, il lui faut un 2,30. Lui, 2,30, ça veut dire quoi? Ça veut dire backup. Backup, ça veut dire quoi? Ça veut dire au bord. Il se fout dans le trou d'eau. Il atteint une vague dans le trou d'eau qui n'existe pas. Tu dis, hé les gars, la lucidité, elle est où? Donc, pour moi, c'est vraiment ça. Votre rôle, c'est de les mettre en confiance, mais leur faire toucher du doigt les erreurs des autres quand même. C'est dire, hé, regarde, et en connaissant leur profil, hein. Un Aaron, un, un Shan, c'est dire, hé, toi, tu es obligé de finir tes vagues. Tu n'as pas le droit de lâcher une vague. Parce qu'il a un temps fort au départ, il a un quart de replacement, et au moment du re-entry, si monsieur trouve que c'est trop mou, il sort de la vague. Sauf que c'est le demi-point qui lui permet de passer le hit. Voilà. Et c'est comment dire, le sortir
du plan de compète et lui dire, hé, le boulot que tu as à faire aujourd'hui, c'est taper la mousse et valider ton turn. Tout ce qu'il fait avant, il sait le faire. Donc, ça va quasiment lui demander, c'est un pense-bête pour lui. Et après, tu as, une Sarah, ouais, presque c'est lui dire, attention, Sarah, tu as envie de lui péter t'as envie de péter le spot, mais derrière ça, n'oublie pas quand même que l'envie, il faut la mettre dans la vague, pas juste dans les mots. Donc, il faut que, que tu aies tes deux temps forts, etc. Je pense que c'est vraiment, ouais, il y a ce petit moment un petit peu clé avant la série euh, où tu as l'impression que des gamins sont bien, ils ne le sont pas, etc. C'est pour ça que la formalisation, je pense que c'est hyper important. Et je vois que Anaïs, avant qu'elle soit partie à l'eau, eh ben, c'était du oui, 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 oui. Et malheureusement, on est un peu dans la précipitation. Allez, le petit check et les conneries, mais elle est rentrée à l'eau, c'était vite me débarrasser de cette série, de ce départ. Et pour moi, c'est pour ça que j'encaisse un peu en partie son échec parce que je n'ai pas pris le temps de lui faire répéter pour qu'elle se dise, mais ça, je sais faire, je sais faire. Parce que dans la répétition ou dans la formalisation, le gamin, il te dit à la fin presque, mais tu me prends pour un con, je sais le faire, ça. Donc, hop, ça les rassure. Ouais, enfin voilà. Merci pour Bon, cet échange. D'autres questions? moi, petite question. Le micro enfin marche. Salut Mehdi. Salut. Bon, moi, c'est particulier. Je suis en Méditerranée. Donc, l'approche du surf est un peu différente. Mais sur le jeu mental, ça y joue beaucoup. Parce que, par exemple, j'ai des compétiteurs par le passé qui ont excellé en Méditerranée, qui ont fini champion régional. Et sur ces deux schémas, bon, un en longboard et l'autre en shortboard, arrivé au championnat de France, il y en a un qui a fait un craquage total quand il a vu le niveau. Il s'est foiré directement en larmes et tout. Et par rapport aux vagues, parce qu'elles étaient un peu proches du bord. Et le deuxième, au contraire, lui, il a dit, ah ouais, ils ont du niveau, je vais pouvoir me lâcher, m'amuser. De toute façon, je verrai le score que je ferai. C'est la première fois que je viens. Le but, c'est de m'amuser. Donc là, on se retrouve avec deux approches totalement différentes lorsqu'ils arrivent au championnat de France. Et clairement, le niveau entre méditerranéen, je parle Languedoc-Roussillon, hein, je parle pas PACA, est totalement différent. Et c'est vrai que nous, par exemple, quand on arrive au championnat de France, des fois, les gamins, ils peuvent craquer quand ils voient le niveau des autres. Et il y a deux approches totalement différentes. Soit ça craque, soit au contraire, le gamin, il se dit, ah ben, je suis là, je vais m'éclater et j'essaye de scorer au mieux. La première année que le premier a participé, ah ben, je crois qu'il avait eu au total un 3,50. Et la deuxième année où on a reparticipé, et il y avait à nouveau ce jeune, ben, il a vu qu'il avait amélioré son score, il était monté à 80. Et même si on se faisait éliminer au premier tour, le gamin, il partait sur un principe, j'améliore mes notes à chaque championnat de France. Donc, je ne sais pas s'il y a vraiment quelque chose de bien déterminé dans le mental ou vraiment s'il faut l'adapter à tout un chacun et même voir par rapport à quelle région on surfe. Donc, ma question, clairement, c'est est-ce qu'on pourrait avoir tout un genre de panel d'outils, comme il a déjà dit, kiné et autres, plus ou moins adaptés à la particularité de chaque rider ou d'événement? Jeff, je réponds, tu réponds ou comme tu veux? Alors attends, vous m'entendez? Moi, j'allais dire, après, du moment que le principe, tu par un gamin, tu l'as compris, tu vois voilà, où est-ce qu'il il pêche au niveau mental. Après, les techniques, bah, ça va être à toi de te les approprier, de les chercher. Peut-être que ce sera l'imagerie mentale, peut-être que ce sera la méditation, peut-être que ce sera, voilà, il y a plein de techniques différentes à mettre en place. Mais voilà, il faut repérer le principe, l'élément déclencheur du facteur de stress. Et après, à toi de tester et de voir voilà, ce qui correspond à la personne. C'est individualiser la préparation mentale. C'est comme individualiser l'entraînement.
Il y a des gens qui vont être explosifs, d'autres endurants. Tu ne vas pas faire les mêmes exercices pour développer les capacités. Voilà. JR, si tu veux Ouais, compléter. non, mais justement, je rebondis sur ce que tu dis, parce que c'est vrai que nous, attention, on est les privilégiés du système. Le Pôle France, on a les meilleurs avec un budget, etc. Donc bon, ça ne veut pas dire que je ne vais pas me plaindre, on n'en chie pas des fois, mais c'est quand même voilà, un bon laboratoire. Et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont faites de façon collégiale au niveau de la prépa mentale. Et c'est vrai que une fois que la base est posée, eh bien, c'est à ce moment-là que l'individualisation se fait. Et pour ton cas, là, par exemple, de ton gamin qui, un, est enjoué et l'autre qui est terrorisé, je pense que celui qui est terrorisé, eh bien, il faut le préparer à l'avance du niveau qui est attendu au championnat de France. Et s'il y est, justement, c'est un honneur d'y être pour lui. Et il faut valoriser, se dire que putain, j'ai pris la place d'autres gamins, donc je me dois de donner le meilleur de moi-même. Et le craquage, eh ben, n'est pas possible dans le sens où je sais quel niveau il faut pour y être. Je l'ai, donc ça c'est bravo, c'est miraculeux, c'est super. Et comment je vais faire? Il faut trouver une nouvelle stratégie en fait, je pense. Lui dire, écoute, voilà, ce mec-là, il fait des rivers. Celui-là, il est au championnat du monde, etc. Mais comment on va s'amuser à les gagner? Pour moi, c'est ça l'intérêt. C'est que tu trouves avec lui une façon de se faire valoriser. Parce que combien de fois, nous, je ne sais pas comment dire, mais il y a des mecs qui sont meilleurs que les nôtres. Hein. Mais je prends un exemple tout bête. Tout bête. Euh, Tu prends la petite Yaniré, qui est championne d'Europe pro junior. Eh bien, Sarah, techniquement, est bien moins bonne qu'elle. Il ne faut pas se mentir. L'autre, elle est sur de la réussite en plus, etc. Sauf que ben, Sarah, elle sait que aller l'emmerder un petit peu au pic et reste à côté d'elle, ça dérange l'autre. L'autre, elle n'aime pas les vagues creuses. Donc Sarah, elle allait tirer Yaniré vers le bol de creux, ce qui dérange Yaniré. Et donc voilà, donc c'est trouver des solutions. Et c'est du jeu. C'est dire, ça va marcher ou ça ne va pas marcher, peut-être. Euh, Paco Alonso, qui a fait une très belle compète, on s'est rendu compte que Tim Elter, celui qui gagne, on sollicite depuis le début, putain, c'est le mec qui a le meilleur sens marin de la compète. Vraiment. C'est pas le meilleur surfeur, mais chaque fois qu'il y a une bombe, il est dessus. Alors, attention, il fait un 93, il a une super rame, etc. En tout cas, chaque vague était. Eh bien, le but du jeu, et ce qui n'a pas été conclu par l'autre branleur de Paco en demi, c'était écoute, Paco, tu te mets à côté de lui, eh bien, la vague qu'il veut prendre, tu lui prends, histoire de le faire chier. Dans le sens où, eh bien, si c'est la bonne vague, ou s'il peut faire le score, eh bien, c'est toi qui le prends à sa place. Et sinon, il va être perturbé, peut-être qu'il ne scorera pas la vague. Et au final, eh bien, ce branleur de Paco, il y a une série qui est arrivée, ils sont les deux côte à côte, et il commence Paco à jouer ce jeu-là, de le suivre tout le temps, c'est le premier échange. Il y a une vague, et Paco la trouve intéressante, il part dessus. Et la vague suivante, eh bien, Tim Elter, il fait un 6,33, je crois, ou un 6,17 sur la vague, que potentiellement Paco aurait pu avoir ou l'empêcher de faire. Et voilà. Et donc, ça se joue à une connerie. Mais je pense qu'il faut, entre guillemets, ce que je voulais dire avec ces exemples-là, c'est qu'il faut puiser dans les failles des autres pour lui dire, hé Coco, tu es au championnat de France, l'idée c'est que tu grappilles le plus de place possible. Et ces mecs-là, regarde, ils surfent comme ça, mais ils n'ont pas de backup. Mais et avec deux backups, peut-être que tu peux faire mieux que sa meilleure vague et son backup de merde, etc. C'est trouver, lui montrer qu'il peut avoir une solution de passer des tours. Et à partir de là, son objectif sera plus de battre les meilleurs, ce sera de passer entre les gouttes. Voilà. Ok, merci. Ça m'éclaircit un peu plus et que ça me montre aussi les failles que j'ai eues au fait de ce jeune et que j'aurais pu lui montrer les lacunes des autres compétiteurs et de s'en servir et sachant que voilà, ça met en avant aussi ses qualités qu'il Ouais, a en main. exactement. Ouais, exactement, c'est ça. C'est que, on est tous d'accord, au championnat de France, quand il y a, je sais même pas, Jeff, tu peux m'aider, combien il y a de compétiteurs qui arrivent? Il y en a allez, une grappe de 8-10 qui sont attendus et 3-4 qui peuvent faire une surprise. Donc, déjà, tu vois, créer la zizanie dans ce microcosme national, c'est déjà bien, hein, de se dire, putain, oh, ce petit est surprenant. Il y en a plein qui, tant que tu arrives avec de l'envie et de l'ingéniosité, je dirais, oh putain, c'est déjà un plaisir de participer à tout ça, quoi.
Ouais, qu'il se fasse plaisir surtout, c'est cette notion-là de plaisir de s'éclater sur la compète, quoi. Ça, c'est vraiment un élément fondamental pour les jeunes. Merci pour vos réponses. D'autres questions? Il nous reste un petit quart d'heure, donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des problématiques relatives à l'entraînement. Ouais, moi Allez-y. je vais prendre la parole, Nico, du Lacano Surf Club. On a une petite gamine qui s'appelle Myriam Gaillard, qui techniquement est vraiment pas mal. Par contre, ce qu'on voit, c'est que dès qu'elle surfe avec du monde, que ce soit à l'entraînement ou elle s'efface comparée aux autres. Pourtant, dès qu'on surfe un peu, quand on va sur des vagues un petit peu moins bien, mais où ils sont ensemble, le même groupe, là, elle prend des vagues et elle s'impose. Mais dès qu'il y a du monde à l'eau, elle s'efface. Et j'ai l'impression que ce qui arrive en finale, c'est la même chose qui arrive en finale, quoi. Dès qu'elle arrive en finale, il n'y a plus rien, quoi. Elle ne s'impose pas. Donc, j'essaye de lui donner des exercices comme, ben voilà, lui, tu le colles, lui prends ses vagues, etc. Mais je n'ai pas d'autre solution à lui proposer. Je lui dis, quand tu vas à l'eau seul, tu vas là où il y a le plus de monde pour qu'elle s'habitue à ça. Mais est-ce que vous avez quelques petits tips pour pouvoir un peu développer sa personnalité? Parce que c'est une enfant qui est très calme, très sage, très timide. Et voilà, j'aimerais bien lui faire développer ce truc-là. Pour qu'elle soit plus. Alors, elle est compétitive parce qu'elle recherche à être la première à chaque fois, mais elle s'efface, quoi. Elle manque d'assurance, quoi. Et dans d'autres activités, elle arrive, Ouais, dans elle y d'autres arrive bien. activités, le skate, l'école et tout, elle y arrive, il n'y a pas de souci, quoi. Et en surf, dès qu'il y a du monde, Dès qu'il y a du monde, elle ne elle prend s'impose pas les pas. vagues, quoi. Elle s'impose pas. Ok. Alors là, Est-ce est-ce que dans, dans, dans son optique, elle sait que au bout d'un moment, bah, si elle veut scorer, il va falloir qu'elle aille chercher les bonnes vagues. Est-ce qu'elle a un bon sens marin? Est-ce qu'elle ouais. Ouais, franchement, sur les compètes, c'est quasiment à chaque fois, elle est dans le top 3. Toutes ses premières séries et tout, elle casse. Et après, plus la compète arrive, enfin, plus la compète évolue et plus elle s'efface, quoi. Et elle a quel âge? Elle a 14 ans, 13 ans. 14 ans. Ok. Et petite question, Ouais, dis-moi, je comprends pas parce que là, si tu me dis qu'elle arrive jusqu'en finale quand même, ouais, euh, c'est qu'elle a compris le principe de la compète ouais, et bien sûr. tout ça. Et en finale, tu as toujours les mêmes prios, tu as toujours les mêmes trucs parce que Ouais. moi, le stade de libre, surf libre et surf de compète, si elle s'est fait effacer, si elle est effacée dans une grappe de gens à l'eau, parce que les gens ne sont pas forcément très, très good vibes comme le Ouais, sort ouais. d'être, Mhm. etc. Voilà, c'est qu'elle a que des cons autour d'elle, et à ce moment-là, il faut montrer les dents un petit peu. C'est ce problème-là qu'elle ne montre pas les dents. Et je pense que quand elle n'a pas de pression sur les premières séries et tout, donc voilà, quand elle surfe une vague, qu'elle soit prio ou pas, elle a une bonne technique, elle est quand même au-dessus. Mais arrivée en finale, je pense que c'est vu que les autres compétitrices montrent les dents, et là, voilà. Je pense que c'est vraiment montrer les dents, voilà, limite faire des entraînements de boxe ou un truc comme ça. Mais J'allais y venir parce que tu vois, moi, là, la petite, elle me fait penser à deux cas de figure. À l'époque où j'étais à la place de Chapat, de Thibaut au basque, j'avais des gamins, fils Curen, Nathan Curen, j'avais Félix Delanne, Édouard Del Perro. Voilà, vous connaissez sûrement le longboarder, très bon longboarder. Eh bien, Édouard, c'est un compétiteur né, donc lui est tout le temps dans la confrontation, etc. Donc il n'y avait pas de souci. Un Félix et un Nathan, Félix, c'est un très bon surfeur
on va dire, régional qui a été national, etc. Et par contre, voilà, assez effacé. Et on attend, avec l'historique de la famille, c'est dur de sortir son épingle du jeu, on va dire. Et bien, ces deux gamins-là, mine de rien, on est parti faire de la boxe. On faisait de la boxe, on avait deux entraînements par semaine de boxe pendant le cycle prépa compète. Non pas pour foutre des pains à tout le monde, hein. Oui, oui, Façon, oui. c'est pas le truc. Mais c'était pour développer l'agressivité positive, dans le sens où quand tu es sur un ring, tu ne peux pas gagner sans mettre de pain. Voilà. Ouais. Et si le mec voit que tu n'en mets pas, tu vas en prendre 3 fois plus. On avait à l'époque là, des gamins qui étaient super, comment dire, qui avaient un super charisme dans l'eau. Et ces gamins-là, Nathan et Félix, se faisaient manger juste par le caractère. Ils C'est étaient ça. dans l'eau, ils étaient bien meilleurs surfeurs, mais les mecs, ils en imposaient tellement des épaules au pic qu'ils n'osaient même pas aller le faire chier. C'est ça. C'est Par contre, exactement ce qui arrive là, je ouais. pense. Et je pense que, tu vois, le fait qu'ils se rendent compte, qu'ils aient conscience qu'ils peuvent rendre coup pour coup, en tout cas la boxe, pour les garçons, je sais pas, en tout cas au niveau du pôle France aujourd'hui, tous les lundis soirs, ils ont boxe, hein. Et je te garantis, Ok. ils ont pris de la gueule, ils ont pas mal d'assurance. Mais en tout cas, Alors moi, j'ai pas le. Enfin, moi, je peux pas. Bon, je vais peut-être en parler aux parents, qu'elles fassent ouais, peut-être un entraînement par semaine de boxe pour qu'elles puissent faire ça. Mais si c'est pas possible, il n'y a pas d'autres moyens, d'autres exercices, par exemple. À l'échauffement, tu peux déjà mettre des situations un peu où tu la titilles, tu la pousses un petit peu, essayer de développer petit à petit cette agressivité positive. L'échauffement, c'est un bon moment puisque tu l'as quand même pendant 15 minutes sur le sable, etc. Ensuite, tu peux très bien l'amener à l'eau aussi quand il y a du monde. Allez, et lui donner des objectifs. Allez, va coller cette personne. C'est Allez, ça, c'est ce que je fais déjà, ouais. tu vois, la mettre lui faire rendre compte que c'est pas mal en fait d'être agressif dans l'eau pour la compétition. Peut-être qu'elle a peur aussi d'être mal vue, d'être jugée parce qu'elle est Oui, oui. agressive dans l'eau, parce qu'elle Mhm. n'aime pas ce que les autres font. Donc peut-être aussi lui faire comprendre que par contre, voilà, à l'entraînement et à la compétition, c'est obligatoire, si tu veux gagner, ben, d'avoir le dessus. Et Mhm. donc de lui prouver et lui montrer que c'est pas mal et qu'il faut le faire. Voilà. et je pense que tu vois l'exo là, dont j'ai parlé tout à l'heure, le découpage de série avec des retours obligatoires, etc., ça pourrait lui montrer que elle a une charge de travail à fournir pendant le temps imparti dans l'eau aussi, tu vois. Et quand je dis ça, c'est que je te prends vous connaissez Thiago Carrick, qui est là, qui est sur les Challengers là. On était au Maroc ensemble, et c'est un gamin qui vit entre le Costa Rica, ouais, par alternance entre le Costa Rica et la France. Et c'est un gamin qui va pas du tout mais aller chercher la vague au milieu du pic avec tout le monde. Il préfère se foutre sur le pic moyen, etc. Sauf qu'à un moment, il faut se confronter. Tu ne peux pas faire autrement. Et Mhm. pendant les échanges avant compétition au Maroc, ben, le but du jeu, c'était pas qu'ils prennent. Alors si, quand on a vu les entraînements à la pointe, c'était qu'ils sortent, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, une des 3 meilleures vagues de la matinée par rapport aux Open. Et là, c'était bien parce qu'il y avait du Kaoli, il y avait du Vasco Ribeiro, il y avait tous ces mecs-là quand même qui étaient. Et il s'en sortait bien. Donc ça, c'était assez positif. Mais là aussi, c'est une sorte de turnover. Donc, à un moment, tu attends, il y a tellement de. Voilà. Et après, sur les beach breaks, où tout le monde fait le chien, en résumé, lui, il voulait absolument pas aller se confronter avec cette grappe-là au pic parce que voilà, c'était l'anarchie. Et on avait trouvé un autre jeu, c'était, par contre, toi, il faut que tu sortes la meilleure vague au niveau de l'intermédiaire, au niveau du backup, au niveau de l'inside. Ok. Histoire que il reste quand même dans la dynamique où, putain, là, je travaille mon backup, par exemple. Voilà, à 4, j'aurai le temps d'aller, j'ai vu le spot où il était, à 4, j'aurai le temps de trouver ma bonne vague au fond, même si j'ai 3 chiens autour, j'aurai ma bonne vague. Et par contre, Ouais. derrière ça, il faut que je construise ma série avec mon intermédiaire. Donc, nos entraînements pendant la prépa compète au Maroc, c'était les intermédiaires principalement. Quand il y avait du monde à l'eau, c'était hop, je ne veux pas te voir sur une grosse, ça le rassurait en plus. Je veux te voir, par contre, démonter les petites du bord. Donc, lui, il se concentre, il oubliait le monde. Il disait, putain, on m'a demandé ça, donc mon objectif, il est là. Du Ça coup, répondait pas. limite, il va au pic, quoi. Pardon? C'était limite, il allait au pic Ah non, petit à petit, quoi. non, il ne touchait même pas au fond. On Ah oui, faisait, il allait même pas au oh fond non, du tout. même pas au fond. Je disais non. Les grosses, tu sais où elles sont et tu sais les surfer.
occupe-toi que du bord. Ok. Et donc, tu vois, sur ses premières séries, il est passé avec 2 intermédiaires, par exemple. Il n'a même pas surfé une vague du fond. Et après, au fur et à mesure, lui, il aime bien quand l'intensité elle monte, justement, prendre, voilà, quand les tours, on arrive en phase demi et finale, etc., il aime impressionner de plus en plus. Ok. Voilà. Mais c'est vrai que pour la petite, je pense qu'il faut que tu lui fasses prendre conscience que si elle était sur les bonnes, eh ben, elle pourrait gagner la compète, et que son travail, elle, c'est pas de gagner les autres, mais c'est de répondre à ce que tu lui demandes. C'est d'avoir 2 vagues sur le premier temps, qu'une des 2 vagues doit servir, que dans le cœur mou de la série, eh ben, elle doit majorer une de ces 2 vagues, et dans la finalité, dans le money time, eh ben, c'est là qu'elle doit se réveiller avec la petite lumière en disant hey, j'en suis où? Je suis 1, 2, 3, 4. Si je suis 1, ben, ma prio, elle va me servir à faire chier tout le monde. Si je suis 2, eh ben, je vais essayer de valoriser intelligemment mon truc. Si je suis 3 ou 4, eh ben, j'essaie de m'échapper de ce grappe-là pour. Voilà, etc. Ok. Et c'est vraiment. Enfin, je trouve que ça marche, ce côté-là où tu te bats même plus contre les autres. Ouais, je vois. Tu as un contrat de confiance avec le mec qui est au bord, ton entraîneur, et Mm. qui est 20 personnes ou 30 personnes. Nous, on fait des séries des fois, et même pour les sélections, hein, où il y a 30 types à l'eau. Hein. Mais on dit, eh ben, c'est le 5e mec dans l'eau, le pollueur. Et vous devez vous démerder avec. Donc, à un moment, ils trouvent leur. Ils voient que le pic principal, il est pris par des poils, par des nuls, pardon. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas se faire la place. Ils trouvent une alternative. Ok. Ouais. Ça marche. Merci. Mais les sports de combat, ça reste pas mal quand même. Ouais, je vais en parler aux parents quand même. J'avais pensé déjà et je vais voir ça. On va une dernière petite question avant de terminer ce webinaire. Pour revenir sur les situations de priorité, est-ce que tu as des exercices évolutifs? Est-ce que tu utilises du matos pour faire des situations évolutives en entraînement? Genre, moi, j'ai à part dire, bon, mais voilà, lui, il a prio sur vous pendant 5-10 minutes, débrouillez-vous. Donc, c'est des situations fixes pour simuler une série, quoi, et mettre la pression. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Ah, si, très bien. Moi, écoute, c'est du hasard, mais j'ai mon petit sac parce que je suis arrivé comme un cochon, je vous disais hier. Et voilà, quand je me trimballe pour l'entraînement, c'est des trucs magiques. C'est des trucs de couleurs qui peuvent avoir différentes significations. Hein. Mais bon, vous avez les couleurs de l'ICRA, ok? D'accord? Tu captes? Un petit cahier. Notre idée, c'était bien sûr avec mon ami Sergio de créer une petite mallette de prépa compète avec justement les outils qui seraient utiles à amener sur la compétition pour, entre guillemets, interagir avec votre compétiteur, etc. Donc, on a un truc comme ça basique avec les différentes couleurs. Ok, bon, je vous les passe, hein. Je ne peux pas vous dire voilà, plus. Et j'ai ça. D'accord? Il y a tous les chiffres. Hein. Je ne vais pas vous les faire à tous. Ce n'est pas pour perdre du temps. Donc voilà, à quoi ça me sert ça? Eh bien justement, comme tu le dis, ça pas très bien, c'est que je peux très bien, pendant des séries d'entraînement, ok? Alors ça me permet de travailler avec eux pendant la série, s'ils ne sont pas trop loin, pendant les compétitions et pendant les situations de compétition. Et ça, par exemple, ça me permet, les gamins sont dans l'eau, et puis d'un coup, je siffle et je fous une couleur, et bien cette personne-là, c'est le prioritaire, ou c'est le mec à abattre, ça veut dire à bloquer. Donc, en fonction du jeu qu'on a, ben, je change complètement la donne qui est posée. Ça, on est bien d'accord que c'est autorisé en compétition. Oui, De communiquer avec les chiffres, les couleurs, oui, Pas de souci. tu peux utiliser ce que tu veux. Aujourd'hui, qui a été interdit, mais là, aujourd'hui, avec l'Apple Watch, tu peux faire ce que tu veux, hein, faut pas se mentir. Oui. Ce qui a été interdit, c'était l'oreillette et communiquer directement avec ton surfeur. Maintenant que la WSL te fout l'Apple Watch avec les scores, les prios, etc., aujourd'hui, personne n'interdit d'avoir quelqu'un qui t'envoie putain, t'es ça, bascule à droite ou quoi que ce soit. Okay. Après, voilà. Ça reste quand même une petite logistique. Hein. Il suffit qu'il n'y ait peut-être pas la connexion, ceci-là. Il ne faut pas trop habituer les gamins à être dépendants bien sûr. de la personne extérieure. Par contre, on est là pour les former, les amener vers l'autonomie, mais
En tout cas, pour l'entraînement, cet outil tout con qu'on a plastifié, qui a été fait à la Fédé, etc., vous permet de donner l'info que tu veux et notamment pendant les situations de priorité. Eh ben, tu bascules tout. Tu considères que le gamin bleu, tu veux le bloquer, tu veux tu veux le mettre en avant, etc. C'est toujours intéressant. Mais c'est à vous de créer vos propres outils ou de piquer les nôtres. Je m'en fous, je suis pas, voilà, je suis pas jaloux. Mais voilà, je pense que Chapat, pour répondre à ta question, ouais, il faut vraiment sensibiliser les gamins à ça et à veiller surtout pendant la compète, à ce qu'avant qu'ils prennent la vague, ils aient un coup d'œil quand même sur le panneau. Parce que s'ils ne l'ont pas, alors qu'ils sont persuadés de l'avoir la prio, et malheureusement, ça leur coûte vraiment la série. Hein. Donc, vraiment habituer les gamins à je rame, mais je regarde qui a la prio, est-ce que je peux vraiment partir dessus ou pas. Et donc, ce jeu de panneaux-là, c'est un petit peu avec quoi on joue de façon. Ben moi, je l'ouvre sur le bleu alors que ce n'est pas le bleu qui. Les autres n'étaient pas censés, dans leur programme habituel, enfin, excusez-moi, dans leur autogestion de prio, savoir que c'était le bleu. Eh bien, je la donne au bleu et c'est à eux de se démerder avec. Ou inversement, on en a parlé en amont, eh bien, le lycra rouge, boum, d'un coup, c'est lui qu'on bloque dans une série tradie. On avait des résultats, etc. Et puis d'un coup, boum, hop, on change de stratégie, il faut qu'on bloque le mec, etc. On joue beaucoup avec ça. Ouais. Et sans déconner, c'est assez intéressant. Justement, on a pour reciter ma petite chérie Anaïs Blanchard, qui, elle, pour pas se faire berner pendant la série, parce que hop, allez bloquer Anaïs, et bien Anaïs, elle te change de spot complètement. Sauf que même les autres disent, tu te fous de notre gueule, c'est pas le jeu. L'autre, elle sort de la zone de compète et elle se barre sur une autre plage quasiment. Non, tu vois, c'est la limite du jeu, mais à un moment, voilà. En tout cas, ça fait travailler les méninges. Je t'ai répondu, Chapat? Ouais, tout à fait. Mais en fait, tu m'avais sorti ça à la torche, tes petites raquettes là, et je t'avais dit, qu'est-ce que c'est ça? Et tu dis, je prépare quelque chose. Ça, j'attendais. Et effectivement, j'ai à nous créer. Hein? Pardon? Tu as vu cette super évolution. J'avais les raquettes de tennis. Ouais. Maintenant, les raquettes de tennis, c'est bien, mais sauf que finalement, on commence à trop jouer aux raquettes, tu vois. Ce qui n'empêche pas mal pour l'échauffement, parce que comme ça change les idées aux gamins, etc. Mais non, ça, c'est quand même super léger à porter, à transporter, à voyager, etc. Tu t'emmerdes pas. Voilà. Et honnêtement, c'est un bon outil de communication pendant la compète et un outil d'entraînement. C'est pas mal. Mais ouais, moi je vais aller vers ça aussi, je vais développer parce que ça me permettra d'étoffer un petit peu la préparation complète. Ouais. Donc merci pour les infos. Moi je n'ai pas forcément d'autres questions. Enfin, il y aurait encore plein d'autres questions à poser. Mais... Après, n'hésitez pas, on va conclure le webinaire très rapidement. Mais voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous envoyer des mails. Le but, c'est d'échanger un maximum. Dans tous les cas, on va relancer plusieurs webinaires. Le prochain, on va vous donner la date très rapidement. Ça sera sur un aspect un peu prépa physique. On a envoyé dans les clubs labellisés un pack de préparation physique léger avec du matériel. Et voilà, l'idée, ça va être de faire un webinaire autour de l'utilisation de ce matériel. Et ensuite, on va laisser passer la saison des compètes et l'été, et on va essayer de vous proposer d'autres webinaires en fonction de vos attentes. On vous questionnera et on verra qu'est-ce qui vous intéresse, vous. Ça soit la préparation mentale, ça peut être des outils d'entraînement, ça peut être un travail un webinaire axé sur les priorités, etc. Voilà, ça va être à vous de nous dire quelles sont vos attentes, et nous, on va essayer de mettre en place des choses pour vous aider au maximum. Voilà. En tout cas, je voulais remercier encore JR pour son intervention. C'était super intéressant. N'hésitez pas à aller voir la vidéo pour essayer
de récupérer voilà, tous les petits détails qu'il y a eu parce qu'il y a eu énormément d'informations super intéressantes. Donc voilà, la vidéo sera à disposition et voilà, puis on vous attend pour le prochain webinaire.